À toutes et tous qui sommes connectés ce soir, bienvenue dans ce webinaire qui va porter sur le plurilinguisme à l'école. Webinaire qui a été pensé et élaboré pour toucher un public et une audience très large, à savoir l'ensemble des actrices de l'éducation en Belgique et ailleurs. On accueille ce soir une très belle audience internationale avec plusieurs pays d'Europe, mais aussi du Maghreb et d'outre-Atlantique. Donc, bienvenue à vous. Vous avez été beaucoup à nous partager en amont du webinaire vos réflexions, vos expériences sur une série de réalités, notamment la question de l'accueil, la prise en charge, mais aussi de l'accompagnement des enfants et de leurs familles dans l'acquisition de la langue de l'école comme outil de communication, mais aussi de socialisation et d'accès au savoir. On ne vous apprend rien ce soir. Le sujet qui nous préoccupe est éminemment complexe. Il touche évidemment à de nombreuses facettes qui ne se limitent pas à l'enseignement ou à l'éducation, mais imbrique également d'autres sujets sociétaux beaucoup plus larges. L'objectif du webinaire de ce soir est vraiment de traiter de cette réalité-là en contexte scolaire, mais aussi du plurilinguisme des élèves à partir d'une triple expertise qu'on a mobilisée ce soir pour vous, à savoir des expériences à la fois scientifiques, mais aussi de terrain, au travers de la figure de Nadia Echadi, de Nell Foster et Andrea Rea. Quant à moi, Anne-Tien Nguyen, j'aurai grand plaisir à modérer ce webinaire en ma qualité à la fois de chercheuse, de docteur en langue et lettres, de conseillère scientifique aussi en sciences humaines et sociales, mais surtout et surtout de locutrice qui a une langue maternelle autre que le français et qui a été scolarisée durant toute mon enfance avec l'idée que les langues de la maison et de l'école étaient perçues par les professeurs, mais aussi par les élèves, souvent comme nécessairement en conflit et avec évidemment la conviction aujourd'hui que cet état de fait, de cette supériorité de certaines langues sur d'autres ne relève pas seulement d'une question strictement linguistique, mais est finalement aussi le révélateur d'enjeux politiques et dans le même temps le terrain d'un certain nombre de luttes sociales, politiques et aussi économiques en faveur d'une plus grande justice sociale. Alors pour vous expliquer un peu le déroulement du webinaire, on a prévu d'enchaîner les 3 présentations en 20 minutes qui vont en fait constituer le premier volet, la première heure de ce webinaire. S'en suivra alors un temps d'échange et de discussion dans la deuxième heure avec le public. Alors pour ouvrir ce webinaire, je propose de donner la parole à Nadia Echadi, qui est enseignante, fondatrice et coordinatrice de l'ASBL Maxilien. Et Nadia introduira cette table ronde avec une intervention qui visera à procéder à quelques définitions sur des concepts clés finalement de ce webinaire pour qu'on puisse disposer tous et toutes d'un langage commun ce soir. Elle nous présentera aussi les problématiques qui en fait traversent cette réalité de terrain en tant qu'enseignante. Elle nous expliquera aussi comment finalement s'organise l'accueil des élèves primo-arrivants en Belgique francophone. Et enfin, elle nous livrera son expérience d'enseignante sur ce que représente aussi l'expérience d'être enfant plurilingue à l'école au travers des témoignages et des récits de vie qu'elle a pu recueillir en tant qu'enseignante. Merci. Je vais commencer déjà un petit peu à expliquer le parcours et dresser un petit historique rapide pour qu'on sache un peu qui je suis. Tu l'as déjà bien fait, Annecy, mais donc Maxilien, en fait, c'est une ASBL que j'ai fondée en 2019 pour pouvoir vraiment mettre en place un programme d'accueil et d'accompagnement des enfants qui sont primo-arrivants au départ, comme on les appelle, et puis et que moi j'appelle plutôt en situation de migration, parce que lorsqu'on parle d'enfants primo-arrivants, ça étiquette assez fort les enfants et on a l'impression que c'est un statut qui ne va jamais changer. Lorsqu'on parle de situation de migration, une situation évolue et je suis repartie aussi pour cette appellation de l'idée qu'on parle de situation de handicap parce que la situation, en fait, elle évolue aussi en fonction de l'environnement dans lequel on est. Et donc, un enfant qui ne parle pas la langue de l'école n'est pas nécessairement, n'a pas moins de ressources qu'un autre. Et c'est la situation vraiment de migration qui fait que parfois les enfants sont mis en difficulté lorsqu'ils sont inscrits dans les écoles. Puisque, en Belgique, en tout cas, il y a peu de choses mises en place, systématiques et vraiment concrètes et globales pour pouvoir accueillir les enfants et les mener et les guider tout au long de leurs apprentissages, depuis le moment où ils arrivent jusqu'au moment où ils ont pleinement appris le français et où ils peuvent se débrouiller tout seuls. Alors, donc l'ASBL met en place plusieurs étapes pour pouvoir y arriver. Donc la première étape, c'est vraiment d'arriver à repérer les enfants. Parce que c'est très compliqué. Souvent, les enfants, quand ils arrivent à l'école,
et même lorsqu'ils ne parlent pas du tout le français, ils ne sont pas toujours identifiés parce qu'ils sont dans une classe, même si c'est en maternelle ou en primaire, parfois, on ne se rend pas tout de suite compte que l'enfant ne parle pas la langue, parce qu'il y a souvent un problème de communication aussi entre les différents acteurs de l'enseignement. Et quand l'enfant commence à entrer dans le français, commence à se débrouiller, n'a plus d'accent, très rapidement, il est considéré comme un francophone. Et donc, on oublie en fait que le français est encore en construction et que ce n'est pas sa langue première. Donc, mieux détecter aussi les difficultés vraiment au niveau scolaire de ces enfants, mieux détecter les obstacles pour pouvoir y répondre, et puis éviter les ruptures dans le continuum pédagogique. Il y a des enfants qui sont en situation de migration, mais pour qui la migration s'est faite assez rapidement, et pour qui il n'y a jamais eu d'interruption dans la scolarité. Et puis, il y a des enfants, on le sait, hein, qui fuient, qui quittent des pays où il y a des conflits armés, et pour qui le parcours migratoire dure plusieurs mois, voire parfois plusieurs années. Et on a des enfants qui arrivent dans nos classes ici en Belgique et qui n'ont jamais été scolarisés. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose de prendre en charge un enfant qui était scolarisé il y a une semaine dans sa classe, dans son pays, et un enfant qui, en fait, arrive en ayant pour tâche d'être capable de lire, d'écrire, de parler, et qui, en fait, n'a absolument aucun code lié à l'école. Et donc, une des missions aussi de l'ASBL, c'est d'accompagner donc les enseignants, d'accompagner les enfants. Donc, c'est vraiment ce sont eux les premiers avec qui je travaille, mais aussi les parents. Souvent, les parents sont oubliés, sont mis de côté, ne sont pas intégrés dans le processus vraiment de collaboration avec l'école, et donc ne sont pas vus comme des partenaires de l'éducation, mais souvent plutôt vus comme des personnes avec qui on a du mal à communiquer et qui doivent en fait se conformer au code de l'école, même s'ils ne les maîtrisent pas correctement. Et donc, une des missions aussi, et c'est la raison aussi de ce webinaire, c'est de sensibiliser, d'informer et puis de faire du plaidoyer. Parce que même au niveau des politiques, ici en Belgique, on a peu de connaissances sur les réalités que vivent vraiment les enfants, les parents et même les enseignants. On sait que c'est difficile, on sait que tout le monde est un peu démuni, mais il n'y a pas vraiment d'expertise approfondie à ce niveau-là. Et donc, mon idée, c'est vraiment d'essayer de tisser des liens entre le monde académique, le monde politique et puis surtout le terrain, pour pouvoir trouver une harmonie dans les différentes actions qui vont être menées, puisqu'après tout, tous les adultes qui entourent l'enfant doivent pouvoir travailler ensemble vraiment et collaborer pour pouvoir les aider le plus efficacement possible. Et aujourd'hui, donc, dans ce webinaire, c'est aussi l'idée de faire la distinction en fait entre toutes les langues qui sont parlées, puisque les langues, elles sont parlées, mais elles sont aussi vécues, elles sont reçues en héritage. Il y a les langues qui sont acquises par simple immersion dans un tissu social. Il y a les langues qui sont vraiment apprises, les langues utilisées comme une langue de référence, et la nécessité d'avoir une langue de référence, d'avoir une langue sur laquelle s'appuyer pour pouvoir se structurer sa pensée, mettre en œuvre ses apprentissages. Et c'est vrai que les langues sont souvent envisagées à l'école comme langue première dont on s'intéresse pas trop, et puis la langue de l'école qui est la langue la plus importante, celle qui va permettre d'accéder à la réussite sociale. Et donc on tient peu compte de toutes les autres dimensions des langues. Et c'est pour ça que j'avais aussi envie de commencer par quelques petites définitions. Parce que dans les définitions des langues, il y a aussi quelques confusions, et ces confusions interfèrent ou entravent parfois les actions pédagogiques des enseignants, ou en tout cas des acteurs et actrices de l'éducation de manière générale. Et donc, on confond parfois ce qu'est un enfant plurilingue avec un enfant allophone. Qu'est-ce qu'une classe multilingue? Qu'est-ce que le plurilinguisme? Le multilinguisme se rapporte surtout au milieu. Donc ici en Belgique, on a beaucoup de langues qui coexistent au sein de la population.
Et ces langues, il y en a qui sont valorisées, d'autres beaucoup moins. À l'école, on entend très souvent, ici, c'est en français, il faut parler en français. Et donc, c'est une langue qui est souvent imposée. Euh, et si les enseignants demandaient plus souvent quelles sont les langues qui sont parlées à la maison, ils se rendraient compte qu'en fait, la majorité de leurs élèves ont le français comme seconde langue, ou en tout cas ont un français qui coexiste avec une autre langue, puisqu'ils en parlent une autre à la maison. Alors, je vais dans beaucoup de classes, beaucoup d'écoles, et bien souvent, quand je pose moi la question, disons que sur 25 enfants, en général, on n'a que un ou deux enfants qui ne lèvent pas la main quand je pose la question qui est-ce qui parle une autre langue à la maison. Et donc, c'est très révélateur du fait que nous sommes à la fois en Belgique dans une société dite multilingue parce qu'il y a 3 langues officielles, le français, le néerlandais et l'allemand. Et puis de plus en plus l'anglais qui est admis parce que voilà, on a quand même beaucoup d'institutions européennes qui sont basées à Bruxelles. Et donc, on a beaucoup de personnes qui viennent de partout en Europe et qui discutent ensemble, travaillent ensemble en anglais. Donc, l'anglais est de plus en plus admis. Mais c'est vrai que toutes les autres langues, en général, sont peu prises en compte. Et il y a des statistiques qui démontrent qu'on a plus de 100 langues qui circulent, qui coexistent à Bruxelles. Et donc, quand on est dans une classe avec 20-25 élèves qui parlent d'autres langues à la maison, eh bien, on est dans un contexte clairement multilingue et pas seulement au travers des langues officielles. Et puis, un élève plurilingue, souvent, on se dit, mais en fait, pour être bilingue, il faut pouvoir parler parfaitement les 2 langues, il faut que ce soit équilibré, et en fait, non. À partir du moment où l'enfant est traversé par plusieurs langues, où il est né dans une langue, il en a pris une autre, où il a acquis une langue avec un de ses parents, une autre langue avec un autre parent, en tout cas, quand il est en contact avec plusieurs langues et qu'il apprend à parler plusieurs langues et qu'il parfois passe d'une langue à l'autre, eh bien, on peut considérer que ces enfants sont plurilingues. Et nous, les élèves plurilingues à l'école, on les appelle des enfants allophones. Alors, allophone aussi, c'est un terme bien spécifique. C'est un terme qui signifie parler une autre langue. Et donc, tous les enfants qui sont en classe et qui ne parlent pas le français, on va dire d'eux qu'ils sont allophones. Mais en fait, le francophone est aussi allophone pour ces enfants-là. Et c'est pour ça que moi, je parle plus souvent, je préfère parler d'élèves plurilingues, parce que l'élève allophone est plutôt vu comme un enfant déficitaire de la langue officielle, de la langue cible, de la langue standard qu'il est supposé parler et maîtriser. Et puis, le problème de la terminologie allophone, c'est qu'elle est vue aussi en Belgique francophone, dans l'organisation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ils sont souvent vus comme des francophones vulnérables. Donc, c'est-à-dire qu'un enfant allophone, en fait, c'est un enfant qui ne parle pas bien le français. Et à côté de ça, paradoxalement, dès qu'un enfant se met à parler un petit peu le français, le problème, c'est qu'il va être considéré vraiment comme un francophone et on va exiger de lui les mêmes aptitudes, les mêmes compétences qu'un enfant qui est francophone de naissance et qui n'a jamais parlé autre chose que le français. Et le problème qui se pose à ce niveau-là, c'est que, en fait, on ne va pas diagnostiquer les difficultés des enfants de la même manière. C'est-à-dire que lorsque les difficultés d'un enfant pour qui le français n'est pas la première langue, n'est pas encore une langue de référence, même s'il a l'air de savoir bien parler le français, les difficultés qu'il a ne vont pas être diagnostiquées comme étant des difficultés liées à la langue, mais comme des difficultés vraiment d'apprentissage. Et donc, la prise en charge et la manière dont on va mettre en place des actions pédagogiques ne vont pas être liées au renforcement de la langue, mais à tout à fait autre chose. Et on va faire ce qu'on appelle communément de la remédiation, par exemple. Et donc, cette remédiation, c'est comme si l'enfant avait vraiment un problème, un trouble d'apprentissage, que lui n'était pas capable, lui ou elle n'était pas capable d'apprendre. Et donc, on va réexpliquer autrement, au lieu de cibler l'action qui sera beaucoup plus au niveau de la langue et du soutien linguistique.
Alors, d'autres petites définitions qui me semblaient importantes, c'est l'acquisition du langage et l'apprentissage d'une langue. Ce sont aussi deux choses différentes. Lorsqu'on naît, hein, du verbe naître, on est dans un bain linguistique et donc on acquiert une langue, on acquiert le langage avec les pairs et au travers du tissu social dans lequel on se trouve. Et l'apprentissage d'une langue, bah, c'est vraiment apprendre la structure d'une langue, apprendre les mots, le lexique, etc. C'est quelque chose qui se fait de manière un petit peu moins naturelle et qui se fait souvent à l'école. Sauf qu'un enfant qui débarque à l'école sans parler la langue de l'école, eh bien, on lui demande d'acquérir le langage et d'apprendre la langue en même temps. Heu et il y a une grosse différence aussi entre, bah, j'acquiers le langage de manière, socio-affective, en discutant avec les autres, en tissant des liens et puis, j'apprends une langue parce que je vais en avoir besoin comme outil pour penser, comme outil pour travailler, comme outil pour apprendre et donc on a, cette confusion entre langue enseignée et langue d'enseignement. Une langue enseignée se fait d'une certaine façon et puis il y a la langue d'enseignement, c'est-à-dire je suis en immersion pour écouter, pour faire des maths, pour faire de l'histoire, de la géo, mais c'est un discours bien spécifique, c'est une langue bien spécifique, un langage bien spécifique avec un réseau de signification, un vocabulaire qui parfois ne permet pas aux enfants d'apprendre parce qu'ils n'ont pas encore acquis, la nouvelle langue. Et donc parfois on brûle les étapes et on demande, aux enfants presque du jour au lendemain d'être capables à la fois d'apprendre la langue, mais aussi d'apprendre dans la nouvelle langue. Et c'est un exercice qui est très compliqué. D'ailleurs, je vais vous en faire un petit tout de suite, pour voir, pour vous mettre, un petit peu dans le enfin voilà, faire un petit exercice pratique. Et puis, pour revenir à cette idée d'être allophone et plurilingue, en fait, les enfants, enfin tout le monde, on a un répertoire linguistique, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de mots, et il n'y a pas de limite en fait dans l'apprentissage de tous ces mots. Sauf que dans le contexte scolaire et comme on envisage les apprentissages de manière très monolingue, c'est-à-dire uniquement dans une seule langue, avec évidemment une langue officielle, une langue dominante, sans tenir compte des autres, eh bien on ne tient pas compte du répertoire, linguistique en entier des élèves. C'est-à-dire que, quand on les évalue et souvent on a ça aussi en logopédie, quand on essaie de tester le niveau de langue d'un enfant, on va voir, bah, tiens, quel est son bagage lexical et on va l'interroger dans la langue de l'enseignement, donc ici en français et si on tenait compte davantage de tous les mots que l'enfant connaît, y compris ceux dans sa langue, bah, on arriverait parfois au double. Au double de mots et donc son répertoire linguistique en fait n'est pas évalué n'est pas évalué dans son entièreté, c'est souvent juste la moitié. Donc on traite un peu les enfants comme s'ils étaient la moitié de ce qu'ils sont, puisqu'on ne tient compte que la moitié de son langage, du bagage linguistique, qu'il ou elle a acquis. Alors donc ici, c'est, un petit peu un topo sur les différentes, définitions, pour les mots de mots, que je trouvais important, de mettre en lumière et alors là, bah, j'espère que mon partage de connexion va mieux fonctionner. J'ai une petite vidéo que je voudrais vous faire écouter, et je vais vous demander un tout petit exercice, que je fais souvent en formation en formation d'adultes. C'est une vidéo, je ne vous dis pas quelle est la langue, mais pour vraiment faire la distinction entre, bah, j'apprends une nouvelle langue quand je pars, pour partir en vacances, pour discuter, pour avoir des échanges, dans la communication, de base, la communication fonctionnelle, donc qu'on met en œuvre dans les liens sociaux et donc qui n'est pas du tout utilisée pour accéder au savoir. Parce que c'est vraiment ça la grosse différence, c'est je maîtrise une langue pour parler avec d'autres personnes, pour plaisanter, rigoler, avec toute la dimension culturelle de la langue. Et puis alors, j'ai la langue que je dois pouvoir utiliser pour apprendre de nouvelles choses, pour acquérir de nouvelles connaissances, pour développer des compétences nouvelles.
Et donc ici, la vidéo que je vais vous demander d'écouter, vous devrez, essayer de savoir de quelle langue il s'agit. Donc j'essaie d'en choisir une qui ne faisait pas partie, de tout ce que j'ai vu, comme personnes, participantes. Et 2, essayer de détecter de quoi il s'agit. Quel est le thème de la vidéo? В мире насчитывается несколько тысяч языков. Людей, которые говорят на 2 или более языках, больше, чем тех, кто владеет только одним. Например, в Индии дети изучают сразу 2 или 3 из 23 национальных языков. Раньше считалось, что дети-билингвы развиваются медленнее. Но новое исследование выявило, что дополнительная работа, которую мозг постоянно совершает для переключения между языками, собака, dog, стимулирует и другую умственную деятельность. Например, улучшает концентрацию внимания, память и способность выполнять несколько дел одновременно. Хотя в этом уверены не все. В работах некоторых ученых даже утверждается, что двуязычные и многоязычные дети с ранних лет быстрее развивают способность к сопереживанию. Если это действительно так, то сможет ли второй язык, например, помочь детям с расстройствами аутистического спектра? Voilà, je la mets pas, en entier parce que ce n'est pas, c'est pas nécessaire. Alors, est-ce que donc je vois ici qu'il y a, effectivement, quelques propositions, de langue. Effectivement, c'est du russe. Et est-ce que, vous avez réussi à détecter la thématique qui était présentée dans la vidéo? Bon, il y a une des participantes qui sait parce qu'elle a déjà assisté à une de mes formations et elle a déjà été soumise à cet exercice, donc pas du tout. Alors ici, est-ce que alors l'autre question, bon, même si on n'a pas le temps de tous répondre ensemble, c'est pas très grave, mais au moins vous faites un petit peu le questionnement. Est-ce que, vous avez, dans cette langue, est-ce que vous détectiez un petit peu les différents mots? Est-ce que vous avez entendu des mots qui ressemblaient au français? Je regarde un petit peu les réponses dans le chat. Alors, il y a quand même pas mal de mots, normalement, qui ressemblent, au français. C'est une vidéo qui traite des bienfaits du bilinguisme et dans la vidéo, on entend le mot bilinguisme, on entend le mot, trouble du spectre autistique. D'ailleurs, c'est comme ça que je me suis rendu compte, qu'en russe, finalement, il y avait quand même pas mal de mots, qui étaient proches du français, qu'on pouvait quand même arriver à détecter au moins la thématique. Et alors, il y a un mot aussi qui est utilisé, normalement, que tout le monde a dû repérer. C'est un mot en anglais. Est-ce que vous l'avez entendu? Alors, le mot qui est dit dans la vidéo en anglais, c'est dog, qui signifie chien. Et il est dit de manière vraiment très distincte. Et puis, il est dit aussi en russe. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai retenu maintenant le mot, je sais comment on dit chien en russe, c'est sabaka. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, ce mot, il est vraiment dit de manière distincte. Pourquoi est-ce que je vous fais ce petit exercice? Parce que souvent, ce qu'on entend quand les enfants arrivent dans une classe et qu'ils ne parlent pas du tout le français, on attend d'eux qu'assez rapidement, ils soient voilà, capables d'apprendre. On se dit, ben, les enfants, on a toujours dit qu'ils avaient un cerveau très plastique, que normalement, ils apprennent très vite une langue. Là, ça fait quand même 2-3 mois. Normalement, il ou elle devrait être capable de comprendre pas mal de choses. Assez rapidement, on soumet les enfants à pas mal d'exercices qui sont assez compliqués, où ils doivent déjà recopier du tableau, où ils doivent pouvoir étudier des listes de mots, être capables de les lire, de les écrire, de faire des dictées. Et donc, je voulais que vous vous posiez aussi la question, en écoutant cette vidéo, est-ce que vous pensez que c'est possible d'apprendre le russe juste en étant en immersion dans une classe avec un contexte, dans un contexte d'apprentissage et donc non pas de lien social, mais vraiment avec du contenu disciplinaire, des savoirs scientifiques, des savoirs bien spécifiques, avec un vocabulaire que parfois on entend peut-être qu'une ou deux fois, parce que c'est dans le contexte mathématique, dans le contexte voilà, d'une leçon en géographie. Et donc, tous les mots sont nouveaux pour l'enfant, non seulement les mots qui font partie du bagage langagier quotidien, mais aussi les mots plus spécifiques aux différents savoirs disciplinaires qui sont travaillés au cours des leçons.
Et donc, si je fais ce petit exercice, c'est aussi pour qu'on se rende compte un petit peu par empathie ce que vivent les enfants et se poser la question, en fait, si moi je me retrouve dans cette situation, qu'est-ce qui pourrait m'aider? Qu'est-ce qui pourrait soutenir mon apprentissage de la langue pour que par la suite, je puisse apprendre aussi dans la langue, puisque évidemment, l'objectif n'est pas le même. Comme je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas d'apprendre la langue juste pour pouvoir communiquer, mais bien d'apprendre la langue pour avoir accès à des savoirs scolaires. Et oui, Je j'arrive vais au te bout demander déjà. de bien te conclure. Voilà, merci. Je me dépêche. Alors ça, je le ferai peut-être après, ou je l'intégrerai dans le montage du webinaire. J'avais le petit témoignage d'un élève. Si j'ai le temps, je le ferai juste après. Et donc, c'est pour ça que je voulais aussi vous expliquer, après avoir fait ce petit exercice, comment se déroule en quelques mots l'accueil des enfants ici en Belgique, les enfants qui ne parlent pas le français du tout et qu'on appelle primo-arrivants. Donc, ils ont ce statut de primo-arrivant pendant 2 années maximum. Donc, ça peut aller de quelques mois à 2 années maximum dans un dispositif qu'on appelle le dispositif d'ASPA, c'est-à-dire c'est un dispositif d'accueil et de scolarisation des primo-arrivants. Et ce dispositif est censé apprendre le français aux élèves pour que, par la suite, ils puissent intégrer la classe ordinaire et suivre les apprentissages scolaires avec les autres enfants. Sauf que ces classes d'ASPA ne sont pas organisées dans toutes les écoles, et donc il y a beaucoup d'enfants qui sont inscrits dans des écoles où il n'y a pas de dispositif et où ils sont simplement mis dans la classe en immersion avec les autres camarades. Et donc, on attend d'eux qu'ils puissent apprendre directement le français et en français. Le deuxième dispositif qui a été mis en place en 2019 et qui remplaçait un autre dispositif s'appelle le FLA, mais qui aujourd'hui est voué à disparaître, c'est le français langue d'apprentissage. Et donc, il concerne tous les enfants qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue d'apprentissage, la langue scolaire, la langue d'enseignement, et donc qui sont vus comme des francophones vulnérables. C'est ce que j'expliquais un petit peu au-dessus. Et de nouveau, on est dans une logique de remédiation, c'est-à-dire, voilà, ces enfants ne parlent pas bien le français, on va essayer d'apporter du soutien à la langue, mais de nouveau, ces enfants, en fait, finalement, sont retirés de la classe pour pouvoir travailler des points de français. Dans ces cours de FLA, souvent, ce sont des enfants primo-arrivants qui sont pris en charge, et donc des enfants qui sont normalement candidats au DASPA. Et donc, au final, il y a peu de choses qui sont vraiment mises en place pour pouvoir prendre en charge les enfants, mais sur toute la durée de l'apprentissage du français. Et donc ici, je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour vous le présenter, mais il y a 2 choses à savoir par rapport à ça. Un, c'est qu'il faut entre quelques mois et 2 ans pour pouvoir acquérir la langue de base, la langue fonctionnelle, la langue sociale, une nouvelle langue sociale. Et il faut jusqu'à 7 années pour pouvoir acquérir les compétences en littératie, pour pouvoir penser, réfléchir, étudier, travailler avec une nouvelle langue. Et en fait, c'est un temps qui n'est jamais donné aux enfants, puisque en général, on attend d'eux qu'en quelques mois, ils puissent vraiment entrer pleinement dans tous les apprentissages, même lorsqu'ils ne maîtrisent pas du tout le français au départ. Et j'avais, là, ça, je peux vous le lire. J'ai une petite qui vient de Syrie, qui est arrivée à l'âge de 8-9 ans. Elle n'avait jamais été scolarisée puisqu'elle est née elle est née pendant la guerre. Donc, elle vient vraiment d'une région en Syrie qui était particulièrement soumise au conflit armé. Et donc, elle est arrivée sans savoir lire et écrire. Elle a été inscrite dans sa classe d'âge, la 4e primaire. Il n'y avait pas de classe d'ASPA dans sa classe, dans l'école où elle a été inscrite. Et donc, elle est restée comme ça, dans sa classe, en fait, sans réelle prise en charge. Et les difficultés qu'elle a eues, de le fait de ne pas savoir lire, écrire, etc., et d'avoir des difficultés aussi à entrer dans le français, l'ont dirigée petit à petit vers une école d'enseignement spécialisé. Donc aujourd'hui, elle est inscrite dans une école de type 1. En Belgique, on a un enseignement spécialisé pour traiter différents troubles d'apprentissage des enfants. Et ici, le type 1, c'est pour les enfants qui ont une déficience mentale légère.
Donc, je rencontre cet enfant avec qui je travaille pour le moment et elle n'a absolument aucune déficience mentale et son cerveau fonctionne très très bien. C'est une enfant qui a une mémoire et des capacités d'apprentissage qui sont vraiment énormes. Et elle me dit un jour cette phrase, elle me dit, mais moi, madame, tu sais, je comprends tout. Si tu m'expliques en arabe, tu vas voir, je comprends tout. Je peux tout apprendre. Je ne sais pas ce que je fais ici. Ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, elle a 13 ans. Et dans l'enseignement belge, en Belgique, lorsqu'on intègre l'enseignement spécialisé, pour faire le retour en arrière, c'est vraiment très, très compliqué. Il faut plein de procédures, ça prend du temps. Et en fait, pendant tout ce temps-là, le retard pédagogique, le retard scolaire s'accumule. Et donc, il y a des enfants qui ne réintègrent jamais l'enseignement ordinaire. Cette petite a envie d'être institutrice. Et donc, ici, l'idée, c'est de tout mettre en œuvre pour lui permettre d'y arriver. Je conclue très vite. Alors, je fais aussi une distinction entre la langue du cœur et la langue du savoir. La langue du cœur, c'est vraiment celle qu'on acquiert, qui nous traverse, qu'on apprend en aimant, en étant aimé, en faisant de la poésie, en discutant, en échangeant, en faisant des blagues, en faisant de l'humour. C'est vraiment la langue qui nous traverse par le cœur. Et puis, la langue du savoir, celle vraiment qui nous permet d'élaborer sa pensée, d'observer, de suivre des consignes, d'écouter, de comprendre, de problématiser, de poser des questions. Et en fait, les deux, que ce soit la langue du savoir ou la langue du cœur, les deux se complètent, les deux doivent pouvoir se nourrir mutuellement et nous faire évoluer plus globalement. Voilà, je vais conclure ici, même si j'avais encore plein de trucs à dire, mais comme ça, je respecte un peu mon temps imparti. Voilà, merci Anne-T de m'avoir rappelé à l'ordre. Un grand merci, Nadia. Alors, ce que je vous propose maintenant, parce que j'ai vu qu'il y avait une question un peu plus générale, de la laisser pour le temps de la discussion. Il y a eu l'une ou l'autre précision un peu terminologique auquel on a répondu par chat. Et alors, il y a une personne qui vient de demander si tu pouvais donner justement un exemple ou ou c'est quelqu'un d'autre qui a été interpellé sur la question des similitudes et les différences linguistiques pour pouvoir justement construire un processus d'apprentissage et prendre appui sur ce qui existe déjà dans les classes. Donc je ne sais pas si la personne qui a posé la question souhaiterait préciser sa question à l'oral, auquel cas n'hésitez pas à prendre le micro. Je veux bien, si c'est possible. Je me réfère simplement à ce que j'ai lu de Nathalie Auger, qui travaille dans ses classes en fait à essayer de faire, à faire verbaliser ses élèves sur une question dans leur langue maternelle et d'identifier ce qui fonctionne de la même manière, ce qui ne fonctionne pas de la même manière, pour tirer des conclusions sur la manière dont fonctionne le français. La Oui. négation, par exemple, Oui, des choses oui. comme ça. Oui, tout à fait. En fait, c'est une technique que j'utilise aussi beaucoup dans l'apprentissage de la langue. Et je vais donner une toute petite anecdote parce que ça va complètement illustrer votre question. Donc, j'ai un enfant qui est d'origine albanaise. Il est né en Belgique, mais il a découvert le français à son entrée à l'école parce qu'il a toujours baigné dans la communauté albanaise. Et donc, il n'a jamais été en contact avec le français. Et il arrive en 5e primaire en ayant des lacunes en français. Pourtant, il a fait toute sa scolarité en maternelle et puis jusqu'en 5e primaire en français. Mais il a des difficultés, notamment en conjugaison. Et en fait, on travaille sur le futur simple. Et je lui demande, mais dans ta langue, en fait, en albanais, comment est-ce que tu exprimes une action qui ne s'est pas encore produite? Que tu te dis, par exemple, demain, j'irai au cinéma. Et donc, l'enfant réfléchit. Je lui demande de décliner un petit peu si tu dois parler au je, si tu dois parler au tu, avec le tu, etc. Et l'enfant réfléchit. Je vois que c'est la première fois qu'il fait cet exercice-là dans sa langue. Et donc, il se met à réfléchir. Il me dit, voilà, avec le je, on dit ça, avec le tu, etc. Moi, je détecte, quand je l'entends parler en albanais, je ne connais pas du tout l'albanais, je détecte un préfixe ou qui revient régulièrement. Et je dis, voilà, ça revient à chaque fois. Et puis il me dit, oui, c'est ce morceau-là qui fait que je sais que c'est du futur simple. Et du coup, on fait cette transposition en français. On détecte exactement la même redondance, la même occurrence. Et en fait, ça fait tilt dans sa tête. Mais ça fait vraiment tilt. Et c'est le fait d'avoir travaillé d'abord dans sa langue maternelle sur un point de conjugaison qui a fait qu'il a pu faire le saut en français. C'est une petite anecdote, j'en ai plein d'autres, je ne vais pas les dire maintenant, mais effectivement, le fait de travailler
de travailler sur la langue, donc de faire la réflexion sur la langue, sur la construction de la langue, d'abord dans la langue que les enfants, leur langue du cœur en fait, la langue qu'ils parlent dans le quotidien et qui est leur langue identitaire aussi, eh bien ça permet de faire le saut et de faire le même travail après en français. J'ai fait le même exercice avec du peul, alors que je ne parle pas du tout le peul et que le peul n'est pas une langue écrite. L'enfant a transposé du peul, mais en utilisant l'alphabet français. Et en faisant ça, elle a pu aussi voir comment se construisait. C'était aussi en conjugaison, je pense. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est passer à la deuxième intervention, celle de Nell Foster. Alors, Nell Foster est formée en langue et lettres françaises et germaniques, avec une spécialisation en sciences de l'éducation et de l'apprentissage. Elle a très récemment soutenu sa thèse de doctorat en linguistique, en co-tutelle avec l'Université de Ghent et l'Université du Cap occidental d'Afrique du Sud. Est-ce bien le cas, Nell? Tout à Oui, fait, c'est exactement voilà. ça. Merci beaucoup pour la présentation et j'ajouterai simplement aussi que, je suis conseiller pédagogique à l'ULB, pour les questions de l'enseignement en anglais. Donc en fait, les cours, donnés, en anglais par, les chercheurs et les académiques. Donc je vais essayer Et de partager ma présentation et je croise les doigts. voilà, et ce soir, tu vas nous livrer un peu, quelque part, les résultats de cette thèse de doctorat et tu Ouais. vas nous entretenir, de l'usage des langues entre les élèves, notamment à la cour de récréation. Tu vas évoquer le caractère très contre-productif, finalement, de certaines injonctions que Nadia a déjà évoquées, comme on ne parle pas français à l'école. Tu vas sans doute, ouvrir ton exposé aussi sur, comment est-ce que la mobilisation, de plusieurs langues différentes à l'école permet de construire une certaine cohésion sociale et dans quelle mesure, cette cohésion sociale, participe plus largement à une construction citoyenne future. Donc voilà, sur la vingtaine, de minutes, qui arrivent, je te laisse alors la parole. Merci beaucoup Annecy et merci beaucoup à Nadia pour l'inviter de intervenir ce soir. Donc en fait, mes premiers slides sont un petit peu, ils sont pas nécessaires parce que Annecy a déjà fait l'introduction. Donc j'explique aussi, j'ajoute à mon parcours que je suis britannique. J'ai été formée, comme institutrice, primaire en Angleterre et j'ai travaillé en classe, dans des contextes multilingues en Angleterre, au Sri Lanka et au plus récemment, en Belgique. Donc, je vais vous expliquer, une dimension, de mon étude de doctorat qui a eu lieu, dans une école primaire à Bruxelles. Et en fait, j'ai travaillé, dans une école, une assez grande école, dans un quartier assez mixte, mais quand même l'école, avait une population scolaire, plutôt d'un niveau socio-économique plutôt bas. J'ai passé 9 mois dans cette école et c'est une école qui ressemble à quand même pas mal d'autres écoles, à Bruxelles selon les quartiers. Donc j'ai travaillé avec 4 classes en fin de primaire, donc P5 et P6 et dans les 92 élèves avec qui j'ai travaillé, il y avait au moins, 26 langues et j'appelle langue d'origine, langue de famille, langue maternelle. Les termes, il n'y a aucun terme qui correspond vraiment à ce qui se passe vraiment dans le répertoire linguistique de ces élèves. Mais dans chaque classe, il y avait entre 9 et 13 langues à part le français. Et donc, en fait, c'est une diversité linguistique qui est assez commun dans les centres urbains en Europe maintenant. Et donc, je vais faire un portrait des différents types d'élèves qu'on retrouvait dans ces classes. Donc, je commence avec Eva. Donc, tous ce sont des pseudonymes, mais et il y avait des élèves dans chaque classe qui étaient des primo-arrivants. Donc, Eva venait d'arriver du Brésil. Elle avait été scolarisée en portugais. Elle savait lire et écrire en portugais. Et elle est arrivée en Belgique en 6e primaire. Normalement, elle aurait dû être en secondaire, mais on l'avait placée en 6e primaire pour lui donner la possibilité de souffler un petit peu et de maîtriser le français. Il y avait des élèves comme Nadia qui considéraient que leur niveau de français était plus ou moins égal au niveau de l'autre langue qu'ils parlaient. Donc souvent, c'était des élèves qui assistaient à des cours le samedi. Donc la communauté polonaise à Bruxelles organise des cours où des élèves qui avaient appris l'arabe classique pour lire le Coran.
il y avait quand même la moitié des élèves à peu près qui considéraient qu'ils étaient dominants en français. Et donc souvent, ces élèves, ils parlaient une autre langue, peut-être avec leurs parents, mais parfois ils ne savaient pas forcément écrire ni lire. Il y en avait certains qui entendaient leurs parents parler une langue, mais avec leurs parents ou leurs frères et sœurs, ils parlaient en français. Et puis il y a une toute petite minorité, 4 enfants sur 92, qui étaient plus ou moins français monolingues. Et donc, en fait, cette diversité était une diversité qui s'ajoutait en plus de la diversité des langues qu'on peut nommer, on peut dire, voilà, il y avait l'arabe, le turc, l'espagnol. Et ce mélange est quand même important pour ce que je vais vous présenter après. Et Nel, donc, la politique, juste une question de oui, clarté sur ton graphique, la oui, légende HL correspond à quoi HL, exactement? pardon. Oui, en fait, j'ai transféré de l'anglais. Excusez-moi, j'ai pas traduit ça. Ça veut dire home language, donc c'est la langue parlée Ok, à la la maison. langue, ok. Excusez-moi, j'ai raté ça. J'ai traduit le slide de l'anglais. Excusez-moi. Oui, donc ça, c'est l'autre langue, en fait, plus ou moins. Et donc, la règle de l'école qui était imprimée dans l'agenda, voilà, c'est notre école est francophone. Nous demandons à tous les élèves d'utiliser cette langue et de s'y imprégner. Et donc, cette règle était imposée de manière, ouais, c'était pas très régulier, mais il y avait des rappels dans la cour de récréation, et il y avait dans le couloir, on entendait, hé, ici on parle français, hé, pas d'espagnol. Et dans le chat, je vous invite peut-être de juste de mettre vos idées. Pourquoi une école si diverse linguistiquement se dit il faut imposer le français. Et donc, mettez vos idées comme vous les sentez. Et ça m'intéresse de juste savoir un peu les idées dans le public présent ici. Pourquoi une école décide d'imposer une seule langue? Est-ce qu'il y a des réponses? Oui, il y a des réponses. La première Ouais, étant, c'est raciste. J'attendais à ce qu'elle arrive plus tard ouais. et j'avance tout à fait en ce sens. C'est une autre lecture plus politique et qui a tout à fait sa place et qui est souvent éclipsée dans les débats plus médiatiques, je pense aussi. Voilà. J'embraye déjà sur la discussion, mais c'est pas le moment. Ouais. Intégration. Est-ce que tu veux que les gens réagissent maintenant à chaud ou c'est Oui, pour oui, bah, pouvoir alimenter? je Ok. lis parce que tout le monde sait lire, mais parce que souvent, ça va, intégration, plurilinguisme, souvent senti comme une menace, ancienne croyance par rapport à la force de l'immersion linguistique. Je pense que c'est un peu comme l'anglais actuellement, plus facile pour préserver sa langue. Voilà. Euh, Tout à fait, voilà. Mais déjà, il y a une diversité d'idées. Souvent, l'idée principale, c'est que de pouvoir prolonger le pain linguistique, de pouvoir se dire, voilà, plus un enfant parle le français, mieux il va le maîtriser. Mais ce que je vais explorer ici, c'est un peu le côté, quelqu'un a évoqué l'idée de l'intégration. Et donc, le directeur de l'école m'a dit, mais ici, on dit que le français. Et comme ça, on est plus ouvert à tout le monde. Et donc, il m'a dit ça au début de mon étude. Et j'ai un peu gardé ça en tête. Et voilà, il y a quelqu'un qui vient de dire pour éviter un effet de communautarisme. Et c'était un peu cette idée-là. Donc, c'était une motivation plutôt positive. C'était pour le bien-être, c'était pour la cohésion sociale de l'école. Mais j'ai vu beaucoup pendant mon étude qui me disaient que cette perspective n'était pas forcément la bonne voie ou qu'il y avait d'autres aspects du multilinguisme et des élèves qui pouvaient soutenir justement l'ouverture. Donc, j'ai travaillé avec un modèle de fonctionnement plurilingue qu'on a développé à l'Université de Gand. En anglais, ça s'appelle Functional Multilingual Learning. J'ai jamais vraiment trouvé une belle traduction en français, mais l'idée, c'est que, voilà, pour l'instant, beaucoup d'écoles pratiquent la submersion monolingue. On impose une seule langue. On a des écoles où un enfant peut apprendre en plusieurs langues, et donc il apprend à lire et écrire en 2 langues. Mais c'est impossible dans les classes, avec la diversité de langues qu'on a dans nos classes. Et donc, en fait, le FML se positionne au milieu. Et il y a des moments où c'est tout à fait légitime de se dire, OK, que le français, mais on essaie d'intégrer un maximum des langues, les ressources linguistiques que les élèves apportent à l'école. Et donc, on part sur 3 principes. Donc, une ambiance de sécurité en classe,
Donc, la possibilité d'interaction en la première langue entre les élèves ou avec le personnel de l'école, et aussi la création d'activités multilingues porteuses de sens. Et donc ici, ce qu'on voulait faire, on voulait s'éloigner un peu de juste chanter des chansons, dire bonjour, au revoir dans une langue, et de vraiment enseigner à travers une vision multilingue, de se dire les personnes, les élèves devant moi sont plurilingues, et donc je vais arrêter d'enseigner comme si tout le monde était monolingue. Nadia a fait allusion à ce type de réflexion. Et donc, j'ai formé les enseignants et je les ai incités à développer eux-mêmes leur propre pratique de classe. Et vraiment, là, je n'ai pas du tout intervenu. Et puis, j'ai un peu suivi les décisions des enseignants, les réactions des enfants. Et j'ai regardé l'évolution de leur pratique. Ici, c'est juste un tout petit échantillon des idées qu'ils ont mis en place. Donc, des comparaisons linguistiques, on en vient d'en discuter. Donc, ici, il s'agit de... l'enseignant en français voulait explorer le genre dans les animaux, donc le coq, la poule. Et donc, ici, on a une comparaison avec le français, le peul et le hombo. Donc, c'est les enfants qui ont préparé un travail à la maison. On avait des petits exercices de bienvenue, donc je t'apprends comment dire bonjour, au revoir quand même, désolé, et les enfants ont fait des posters pour la classe. Et il y avait des exemples des enseignants qui ont travaillé avec une petite sélection de langues dans la classe. Par exemple, ici, il voulait vraiment sonder la différence entre ville, village et capitale. Et donc, il a choisi un petit exercice d'introduction où les élèves ont utilisé l'espagnol, l'arabe et le roumain. Et donc, entre eux, ils devaient discuter de vraiment... Et donc, pour lui, le fait d'utiliser d'autres langues, ça les amenait plus loin dans les idées. Mais il y avait des exercices un peu plus poussés. Donc, c'est pour la fête de l'école où les enfants ont pu écrire un rapport scientifique dans une autre langue autre que le français. Mais il y avait aussi tout un tas de pratiques individuelles. Et donc, simplement, le fait de laisser un enfant, les enfants étaient beaucoup plus libres de demander une explication entre eux, et donc, ou d'utiliser Google Translate, donc pour vraiment étayer l'apprentissage. Et les enfants eux-mêmes commençaient à ramener des travaux qu'ils ont fait à la maison. Donc, le petit poster là, c'est en espagnol. Ça venait d'un élève qui venait d'arriver depuis 6 semaines d'Équateur. Et donc, pareil, il avait été scolarisé en espagnol. La classe faisait le squelette. Et donc, l'enfant a ramené un poster qu'il a dessiné lui-même avec exactement le langage qu'il fallait en espagnol pour la même matière étudiée en classe. Et aussi, il y avait pas mal de stratégies pour donner accès à la matière, surtout pour les primo-arrivants. Donc, l'exemple en bas, c'est un projet que la classe faisait où ils devaient prendre quelqu'un, imaginer leur vie, et puis après, ils devaient faire un petit interview et puis voir si voilà, ils avaient raison ou pas. Et donc, pour une primo-arrivant, l'enseignant a simplement mis les instructions au Google Translate. Elle a fait tout son projet en espagnol, mais elle a sorti un projet magnifique, décoré de façon impressionnante, mais qui avait clairement le même niveau scolaire que ce qu'arrivaient à faire ses camarades en français. Et donc, ça permet à cet enfant de faire une tâche intéressante, appropriée et de rentrer dans les mêmes activités que les autres en classe. Et donc, ce qui est intéressant aussi, donc les enseignants ont décidé eux-mêmes leur politique linguistique. Donc, j'avais 2 classes qui ont décidé ce que j'appelle une politique restreinte. Donc, eux, ils ont dit, moi, je décide quand vous pouvez utiliser des langues autres que le français. Mais j'ai 2 qui ont dit, non, je vais laisser les élèves libres d'utiliser, libres de choisir, libres de voir eux-mêmes comment ils veulent le faire. Et il y avait quand même certaines limitations, mais quand même, ces 2 types de politiques étaient quand même distincts et différents. Il y avait un différent fonctionnement dans les classes. Donc, la question que je me suis posée, donc, on a cette approche plurilingue en classe. Donc, les élèves faisaient des activités parfois très régulières, parfois moins régulières. Et je me suis dit la question de la cohésion sociale. Comment cette approche a eu un impact sur la cohésion sociale? Et normalement, c'est quelque chose qu'on étudie sur le plan national, sur le plan d'une ville. Et ce n'est pas courant de l'explorer au niveau d'une école. Mais je me suis dit qu'il y avait une logique ici parce que c'est un peu le premier lieu où un enfant et un citoyen. Il rentre dans une institution officielle. L'école a de forts liens avec l'institution de l'État. C'est l'État qui définit souvent la règle linguistique, les manuels, les examens.
Et c'est le premier lieu où un enfant doit fonctionner en communauté en dehors de la famille. Et donc, la cohésion sociale dans la littérature, il y a pas mal de définitions, mais moi, je prends 3 éléments pour explorer un peu les résultats de ce qui s'est passé au niveau des relations d'un enfant avec ses camarades et aussi, donc ça, c'est ce que j'appelle les dimensions horizontales. Et puis, les dimensions verticales. Donc, ça, c'est sa relation avec les règles de l'école, l'hiérarchie de l'école. Et donc, il y a 3 dimensions que je voudrais vous présenter. Donc, c'est l'idée de la volonté de participer et d'aider, le sentiment d'appartenance et vraiment la confiance entre les élèves en classe. Et donc, d'abord, les questions de l'inclusion et un sentiment d'appartenance. Donc, le premier moment où les enseignants ont dit vous allez utiliser vos langues maternelles, et il y avait une explosion de joie de la part des élèves. Et pendant tout le long de l'étude, il y avait ce sentiment de fierté, de bonheur, de pouvoir enfin euh, décloisonner un petit peu ces barrières entre la maison et l'école. Et dès le premier moment, la plupart des élèves étaient très, très contents de pouvoir ça. En même temps, il y avait quand même un sentiment de stress et parfois un sentiment de honte. Ils étaient souvent stressés, surtout que ceux qui savaient pas lire et écrire, ils voulaient un peu fonctionner un peu comme ils fonctionnaient en français, parce que n'oubliez pas qu'il y avait énormément d'élèves qui parlaient très, très bien le français. Et donc, il y avait aussi une espèce de honte, surtout de la part des enfants qui qui étaient seuls à parler leur langue, parce que c'était la première fois que leur langue avait pu rentrer en classe. Et donc, je me suis rendu compte à un moment donné, c'était vraiment ce qui était intéressant dans cette étude, c'était explorer ce moment charnière entre on a été dans un fonctionnement monolingue et maintenant on a cette possibilité plurilingue. Et vous voyez la citation de Alcan, donc il me dit, je me sens libre quand je peux utiliser ma langue maternelle en classe. Et lui, c'était un élève qui, par exemple, allait traverser la classe et juste demander à un camarade, je comprends pas ça, tu peux me l'expliquer en turc. Il l'utilisait de manière très positive et de très constructive. Le commentaire en dessous, c'est Dimena, elle parle d'une primo arrivant. Et donc, en fait, avant ce fonctionnement-là, les primos étaient souvent silencieux. On ne les entendait pas. Et avec un fonctionnement de classe, surtout dans les classes avec le fonctionnement plus ouvert, c'est tout à coup, on entendait les voix, les idées ou les possibilités, on savait que ces élèves existaient. Et en fait, ça changeait leur positionnement. Donc ici, sa camarade dit, elle connaissait beaucoup de choses en espagnol. Et en fait, avant, ces élèves, ils ne savaient pas ce que les primos savaient faire. Et donc, en fait, la fille, en fait, elle parle d'une élève de Pérou. Et donc, en fait, ça la faisait participer beaucoup. Et il y avait peut-être quelqu'un qui parlait espagnol dans son groupe. Et donc, on voit un vrai basculement de positionnement de ces élèves qui sont tout à coup des personnes qui savent faire des choses. Et on voit à droite le travail de Eva pour les rapports scientifiques. Et en fait, l'enseignant avait demandé à la classe de faire d'abord un texte en français, et puis après, un peu la récompense, c'est que voilà, vous pouvez vous amuser à le faire dans une autre langue. Et Eva a sorti ce grand texte en portugais qui était, comme le projet que je vous ai expliqué tout à l'heure, était clairement un texte qui rentrait dans le genre d'une explication scientifique, d'une expérience. Et l'enseignant m'a dit, mais je ne l'ai jamais vu écrire autant, je ne savais pas qu'elle savait écrire autant. Et donc, en fait, cette possibilité permettait à ce groupe d'élèves qui, normalement, étaient silencieux, absents de l'action de la classe, de rentrer dans le mouvement général et de rentrer dans des activités appropriées pour leur âge et pour l'acquisition de la matière. On avait aussi beaucoup d'exemples de coopération, notamment pour aider les primos. Et donc, le moment où on avait ouvert la possibilité de travailler entre plusieurs langues, parfois, et il y avait des élèves hispanophones qui aidaient Eva, qui parlait portugais quand même, il y avait beaucoup de ressemblances. Et donc, en fait, il y avait des stratégies d'entraide qui étaient très, très puissantes, qui arrivaient à faire entrer ces élèves dans l'action de la classe. Et quand j'ai demandé aux élèves, donc le directeur, il avait peur que voilà, ils allaient vouloir rester dans leur groupe linguistique, mais en fait, pour la plupart, non. En fait, ce qui les intéressait, c'était le monde linguistique de leurs camarades et surtout de leurs amis proches. Et donc, cette petite citation de Myriam qui parlait le amharique,
Et donc, elle me dit, mais il ne faut pas rester dans sa petite bulle. Et en fait, cette citation est devenue le titre de ma thèse parce que tu as exprimé beaucoup de ce qui se passait dans cette classe, qu'en fait, les élèves avaient envie d'aller voir ailleurs, ils avaient envie de se découvrir. Et donc, le directeur qui avait peur d'un certain... que tout le monde allait rester entre soi. Non, en fait, c'était l'opposé. Les élèves voulaient vraiment être intéressés par le travail ensemble. Mais ce qui est une grande question, qui pose énormément d'inquiétude quand je dis aux gens, oui, vous pouvez ouvrir votre classe à d'autres langues, et c'est les questions des insultes. Et les enseignants me l'ont dit au début, les élèves me l'ont dit au début. Et j'entendais au début, mais sur les 9 mois de l'étude, je commence à me dire, mais en fait, il y en avait vraiment très, très peu. Et donc, en fait, ce n'était pas un chaos linguistique. En fait, plus ou moins la même ambiance de classe restait en place que les élèves, que les classes qui étaient calmes restaient calmes, les classes qui étaient bruyantes restaient bruyantes. Mais j'identifiais pas mal de types d'insultes. Donc, il y avait des insultes qui étaient effectivement en arabe ou en turc, qui étaient pour exclure quelqu'un. Mais il y avait très, très peu. Et les élèves qui les citaient, souvent, c'était un élève, un primo arrivant, donc il ne pouvait pas encore insulter en français. Mais il y avait aussi des insultes entre ce que j'appelle les paires linguistiques. Donc, un élève qui me dit, mais pourquoi je vais insulter quelqu'un en turc s'il ne me comprend pas? Ça ne sert à rien. Et donc, en fait, son but, c'était d'insulter. Et donc, voilà, si 2 élèves parlent le turc ou le français, voilà, peu importe. Il y avait aussi des insultes instinctives. Et donc là, il y a pas mal de recherches là-dessus qui montrent que, voilà, la langue, la première langue est souvent la langue des émotions. Et donc, quand on est fâché, voilà, ce qui sort n'est pas toujours la langue qui est présente dans le moment. Donc, mon mari, il sait très bien que quand je commence à crier en anglais, que voilà, c'est grave parce que j'ai du mal à me fâcher en français. C'est pas ma langue instinctive. Et aussi, c'était une catégorie que j'aimais beaucoup, les insultes collaboratives. Donc, dans une classe, je tombais sur un groupe de filles qui avaient des surnoms en lingala. Donc, ce n'était pas des lingalophones à la base, il y en avait une pour tous les enseignants. Donc, il y avait gros nez, celle qui gueule. Mais en fait, ces élèves avaient inventé des insultes, avaient gardé ces insultes en lingala pour les enseignants. Mais tous ces insultes font partie de la vie sociale à l'école primaire. C'est peu importe la langue. Et en fait, j'invite les enseignants à explorer ces insultes en se disant, c'est quoi le crime? Est-ce que c'est l'insulte ou est-ce que c'est la langue? Et souvent, on punit la langue. Et en fait, l'insulte est juste c'est la partie normale de la vie. On sait que ça existe dans toutes les écoles. Mais à la fin de l'étude, j'ai demandé aux élèves s'ils voudraient changer la règle de la cour de récréation, qui était restée français monolingue. Et les résultats étaient mitigés. Donc, j'avais pas mal qui me disaient oui, ça sera bien, c'est bien pour les jeux, c'est bien pour l'amitié. J'en avais qui étaient peut-être, mais ils étaient hésités. Mais j'en avais pas mal qui me disaient non. Ils me disaient, ouais, violence, moins d'amis, on va s'engueuler. Et donc, ça, c'est après 9 mois de fonctionnement très bienveillant en classe. Et pourtant, la cour de récréation posait il y avait une autre dynamique en opération. Et ce qui était intéressant là, c'est que Nel, oui, Nel, en tant que modératrice, il me faut te signaler qu'il te reste 2 minutes. ok, merci, j'ai presque fini. Et donc, ce qui était intéressant là-dedans, j'ai demandé à la fin aux élèves, est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire. Et j'ai laissé de l'anglais là, excusez-moi, j'ai pas fini de traduire. Et donc, ce qui était intéressant ici, donc il y avait 3 types de réponses. Donc, il y avait pas mal d'autorisations, pas mal de buts, pourquoi on le fait. Et il y avait aussi une sorte de responsabilité. Et vous voyez qu'à la classe B, et une classe qui est quand même différente. C'est là où les élèves ont cité mes obligations. Donc, en fait, si j'utilise ma langue, mais je dois quand même faire attention aux autres. Et ça, c'était la classe avec la politique la plus ouverte, qui laissait le plus de liberté aux élèves, mais qui laissait quand même une place pour la discussion, pour la conversation sur, mais tu l'as dit quoi en turc? Et donc, en fait, ça, c'est un petit échantillon, mais juste pour montrer que, en fait, ouvrir la classe ne veut pas forcément dire que on invite le chaos ou c'est pas non plus une incitation à la cohésion sociale de la classe. Justement, il y en a énormément qui peut sortir de là. Et je vais terminer juste avec
un peu un lien avec mon monde professionnel. Moi, j'ai enseigné à l'école européenne et vous connaissez peut-être, peut-être pas, mais le principe des écoles européennes, c'est que les enfants sont scolarisés dans leur langue maternelle. Donc souvent, il y a jusqu'à 8 sections en parallèle. Mais dans la cour de récréation, les élèves parlent la langue qu'ils veulent. Et donc, on peut se dire, OK, mais voilà, ils sont exposés à leur langue maternelle en classe, mais quand on parle de la question de la cohésion sociale, à l'école européenne, c'est quand même un public élite, un public socialement très, très favorisé, mais les enfants sont socialisés dès le départ à l'idée que, voilà, on va trouver quelqu'un pour traduire et que le fait que quelqu'un parle une autre langue à côté de moi n'est pas un problème. Et tout à la fin, à un primo arrivant qui parlait beaucoup l'espagnol dans la cour de récréation, je lui ai dit, mais tu sais que dans mon ancienne école, on pouvait utiliser la langue qu'on voulait. Et sa réaction est juste en bas. Donc il m'a dit, mais ça veut dire qu'ils peuvent taper qui ils veulent. Et donc en un an de temps, cet élève avait intégré, ou peut-être c'est une idée qui venait d'avant, avait intégré l'idée que le multilinguisme collectif des élèves était associé à la violence, à une menace pour le bien-être de l'ensemble. Et je me suis dit au niveau de la cohésion sociale, quand on est en train d'imposer une règle monolingue à l'école, oui, on va peut-être gagner certaines choses, mais on va peut-être perdre beaucoup aussi. Et je pense que c'est important qu'une école prenne un peu de temps pour regarder qu'est-ce qui se passe réellement avec ces autres langues. Souvent, c'est lié aux blagues, à l'amitié, aux jeux, et de se dire qu'on peut passer plutôt à une citoyenneté active, basée sur l'apprentissage social, où on invite les élèves de participer plutôt que de juste recevoir des règles. Je suis désolée, j'ai un petit peu dépassé Anti, mais voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nel. On a le plaisir d'accueillir maintenant dans la salle, et Andrea nous a rejoint il y a déjà quelques temps, qui va prendre la parole pour un exposé également de 20 minutes. Alors, je vais vous présenter Andrea Rea en quelques mots. Andrea Rea est directeur du GERM, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, qui est un groupe de recherche sur les relations ethniques, l'immigration et l'égalité à l'Université libre de Bruxelles. Andrea Rea est aussi professeur de sociologie. Ses travaux portent sur l'étude des phénomènes migratoires, l'intégration des communautés étrangères dans la société belge et bruxelloise en particulier. Prenant appui sur ses multiples sujets de recherche et expertise, Andrea Rea abordera ce soir dans son exposé un bref historique des migrations en Belgique qui en fait constitue finalement un phénomène continu qui a toujours existé dans le temps, contrairement à ce que les médias nous font parfois croire. Il abordera également la question du marché scolaire en Belgique et son impact sur la ségrégation scolaire et la réussite des élèves. Et enfin, il reviendra sur la distinction à la fois théorique et opératoire entre le concept d'intégration et celui d'assimilation, et sur ce que cette distinction dénote symboliquement, mais aussi présente comme conséquence sur les personnes en situation de migration. Alors, Andrea, je vous laisse la parole pour les 20 prochaines minutes. Oui, Je vais vous mettre en merci beaucoup. évidence pour l'ensemble du public. Voilà. Merci Anti, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à Nadia de m'avoir convié. Même si vous allez voir, mes compétences sont moins pointues que celles d'une part de Nadia dans ce qu'elle a présenté, mais aussi de ce que Nel vient de mettre en évidence. Donc moi, ce que je vais faire, je ne vais pas utiliser tout le temps, je pense que ce qui est important, c'est aussi de faire une discussion. Je voudrais juste revenir sur la question de comment la question du plurilinguisme s'est posée dans l'histoire de l'immigration. En revenant, enfin voilà, il y a une dimension historique parce que je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a des choses qui changent et puis il y a beaucoup de choses qui ne changent pas beaucoup. Je voudrais juste revenir voilà, sur une expérience historique très ancienne. C'est une invitation d'ailleurs à voir un film qui est d'une lenteur assez grande aujourd'hui par rapport à ce qu'on voit habituellement dans les séries et dans les films. C'est le film de Meyer qui s'appelle « Et déjà s'envole la fleur maigre ». Bon, historiquement, c'est une commande de la Belgique au cinéaste belge pour vanter les mérites de l'intégration. Et en fait, ce film de 1959
qui a été tourné dans le voisinage montre en fait en partie le désarroi que les enseignants ont face aux migrants qui viennent d'arriver, qui sont pour le coup d'origine italienne. Ils ne sont pas préparés finalement à ce qui s'y passe et les parents eux-mêmes n'ont pas nécessairement une conscience et une compréhension non plus de l'institution scolaire. Bon, c'est quelque chose qui peut se retrouver de manière récurrente encore aujourd'hui par rapport à de nouvelles mouvements migratoires. Et je pense que ce qui était vraiment intéressant de voir à ce moment-là, c'est aussi de voir que dans les interprétations qui étaient toujours fournies sur le retard scolaire qui était très élevé de la part des enfants de migrants, en fait, on associait essentiellement la première cause à l'absence de maîtrise de la langue de la part des parents. Et donc ça, voilà, on ne l'a pas dit jusque maintenant, mais je voudrais revenir là-dessus. C'est la dimension causale qui était faite entre deux éléments. Le premier, c'est l'absence de la langue, la maîtrise de la langue par les parents contribue à accroître le retard scolaire des élèves. Je voudrais juste signaler que dans les premières statistiques qui ont été faites en Belgique sur l'apprentissage scolaire, pratiquement 20% des élèves en première année étaient en retard scolaire dans certaines régions. Donc c'était vraiment en première année, donc c'est vraiment tout à fait gigantesque. Et puis on sait très bien aussi que par la suite, il n'y avait pas que le retard scolaire, il y avait aussi l'orientation dans l'enseignement professionnel, singulièrement du côté wallon, puisque là, les taux de retard scolaire en Belgique francophone ont toujours été le double de ceux qui avaient du côté néerlandophone, et l'orientation aussi dans l'apprentissage vers l'enseignement professionnel était beaucoup plus important du côté francophone que néerlandophone. Alors, c'est basé sur une chose qui est importante à ne pas perdre de vue du côté francophone, bon, même si ça a changé aujourd'hui du côté flamand, c'est que la langue, l'apprentissage de la langue, c'est une logique qui renvoie aussi à la dimension de la colonisation, c'est la francisation. Enfin, c'est pas pour faire du narcissisme, mais moi, on m'a appelé André pendant toute mon enfance parce qu'Andrea, ça faisait immigrer. Les Giuseppe qui sont devenus Joseph et les Giovanni qui sont devenus Jean étaient légion, c'est-à-dire qu'on changeait même les prénoms des personnes. Cette dimension de la francisation, elle était vraiment centrale, c'est-à-dire une négation. Alors là, pour le coup, on va dire, oui, mais enfin, aujourd'hui, quand même, les Italiens, ils sont blanchis, ils n'ont plus de problème de racisme, ils n'ont plus rien du tout. C'est vrai, mais avec le décalage historique, c'est quand même de voir de quelle manière cette dimension de la francisation était là et elle reste encore aujourd'hui très présente. Et elle était associée, encore une fois, à la réussite scolaire, ce qui se posait à l'époque de dire on ne doit absolument pas apprendre la langue d'origine, c'est quelque chose qu'il faut bannir, et le mieux, c'est qu'à la fois les enfants parlent le français à l'école et que les parents apprennent le plus vite possible d'ailleurs le français pour que tout ça soit relativement concordant et permette l'intégration de ces enfants. Donc, cet élément-là historique, je vais juste le rappeler, puisqu'en fait, après, il va se reproduire avec l'immigration espagnole, grecque, portugaise, marocaine et turque, même si là, la question de la francisation va se poser de manière un peu plus compliquée. Mais bon, là, il y a une distinction qui est intéressante, justement, sur les migrations. Alors, on a cité les nouvelles migrations, et dans les exemples de Nel et de Nadia aussi, c'était sur les nouvelles, et c'est important, j'y reviendrai là-dessus aussi. Mais il ne faut pas oublier, par exemple, qu'en Belgique, encore aujourd'hui, c'est les populations issues de l'immigration turque qui ont les taux de retard scolaire les plus élevés, les plus marqués, et qu'on l'associe encore une fois d'ailleurs à la dimension de la dissonance entre l'apprentissage de la langue par les enfants, le français, et le fait de continuer à parler turc ou kurde pour certains d'entre eux dans leur famille, même si ça n'est pas établi du tout, hein, parce qu'il y a d'autres causes sur lesquelles je reviendrai. Et puis comme ça, pendant tout un temps, c'était des années 60 aux années 80, en fait, il y a une négation de la langue d'origine des étrangers, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, donc même si elle est européenne, je voudrais insister là-dessus, même si aujourd'hui, évidemment, on va considérer que c'est des cousins. Et puis, dans les années 80, là, il y a un grand changement qui est assez intéressant aussi à voir dans son origine, c'est qu'en fait, ça vient du Conseil de l'Europe, d'une part, où il y a des experts qui, dans différents groupes, sont présents et qui vont valoriser la langue et la culture d'origine. À tel point que dans les années 80, enfin, la fin des années 80, les années 90, si mon souvenir est bon, jusque presque 2000, en fait, vont mettre mise en œuvre à titre expérimental dans certaines écoles ce qu'on appelle le programme ECLO, l'enseignement de la langue et de la culture d'origine. Alors, c'est à la fois développé très fortement en Flandre, mais aussi très fortement du côté francophone. Alors, ce qui est aussi intéressant de ce point de vue-là, c'est que du côté flamand,
au motif que le néerlandais avait été dominé par les francophones et qu'il y avait là une domination culturelle très forte, les néerlandophones jusqu'au début des années 2000 vont fortement valoriser la langue et la culture d'origine, notamment au motif de dire nous avons été nous-mêmes dominés, nous avons subi la domination francophone, donc il est légitime de demander aux enfants issus de l'immigration de pouvoir continuer à parler leur langue et la maîtriser de même que l'ensemble de leurs standards culturels. Et puis, en fait, à un moment où la dimension très nationaliste en Flandre va prendre le pas, en fait, on va abandonner complètement ces programmes au profit de l'apprentissage du néerlandais de manière encore plus forte que ce qu'on voit du côté francophone. Donc, les programmes ECLO sont des programmes qui vont se développer dans différents pays, financés par l'Union européenne. Il y a eu des évaluations qui ont été faites de ces expériences, qui ne sont pas toutes, je dirais, de grandes réussites. Encore une fois, c'est un peu par rapport à ce que Néla dit, c'est une question que je pourrais même lui poser pour voir comment est-ce qu'on évalue ça, en dehors, je dirais pédagogiquement parlant. Hein. En gros, l'apprentissage de la langue, la culture d'origine, ce qu'elle sert, c'est ce que Néla dit, hein, la valorisation de l'identité minorisée des enfants. Donc, c'est aussi une dimension de réacquérir de la fierté par rapport à sa culture, par rapport à sa langue, et aussi une manière quand même de rehausser l'identité très souvent disqualifiée des parents. Donc, quelque part, c'est augmenter quand même la valeur de la famille, de la langue et de la culture familiale. Et par ailleurs, c'est aussi une reconnaissance des enfants. Donc de ce point de vue-là, je pense que la question de la confiance, telle que Neil l'a présentée dans l'expérience qu'elle a réalisée dans le cadre de son travail, me semble aussi très importante. Par contre, est-ce que pédagogiquement, ça a permis à ces enfants d'augmenter leurs compétences en français, de diminuer des retards scolaires ou de diminuer ou d'augmenter, je dirais presque, les performances scolaires en français? C'est vraiment beaucoup plus compliqué à l'identifier. Donc je pense que là, il y a vraiment deux paramètres qu'il faut tenir compte. C'est à la fois la dimension, je dirais, d'identité sociale, qui est revalorisée, qui est importante, et puis de voir aussi de quelle manière on peut évaluer l'impact purement pédagogique. Même s'il n'y a pas que l'apprentissage du français de ce point de vue-là, parce que comme, encore une fois, et Nadia dans les expériences qu'elle a citées, et Né dans les expériences qu'elle a citées elle-même, on voit bien qu'il y a peut-être aussi des augmentations qui ne sont pas nécessairement dans le français, mais l'apprentissage par des groupes minorisés d'une langue qui n'est pas la leur, et qui n'est ni le français, et que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut pouvoir mettre dans un processus d'évaluation, puisque c'est un plus qui a été acquis. Alors, par la suite, ce qui est important de voir, c'est que sur la question que je viens d'évoquer, c'est aussi les années 80, c'est que, bon, on le cite depuis longtemps, mais il y a quelque chose sur lequel il faut absolument revenir et qui était un peu, je pense, dans la présentation à la fin de Neil aussi, qui est ce qui explique, bon, quand on est sociologue, moi j'ai travaillé, le premier livre que j'ai fait en 1989 portait sur l'enseignement. Et je suis désespéré parce que si je veux écrire des choses aujourd'hui, ben, je vais écrire pratiquement la même chose que ce que j'avais écrit à ce moment-là. C'est-à-dire que oui, l'école a comme fonction, entre autres, de reproduire les inégalités sociales en inégalités scolaires. Bon, c'est une phrase mythique historique de 1964 de Pierre Bourdieu, donc voilà, c'est très généralisé. Et donc là, oui, on le voit dans l'ensemble des enquêtes, c'est vrai un peu partout. Dans certains pays, c'est beaucoup plus réduit dans son ampleur, mais ça reste quand même très important. Je reviendrai sur cette question en parlant justement de la ségrégation scolaire, de pourquoi ou comment on peut tenter de réduire cette dimension-là. Ce qui est important de dire aussi sur cette dimension, ça on le voit aussi aujourd'hui dans les enquêtes, ce n'est pas tellement le niveau socio-économique des parents qui compte, c'est le niveau scolaire des parents. Et il y a une variable qui joue encore plus fortement, c'est le diplôme que possède la mère, dans la mesure où tendanciellement, c'est davantage les mamans qui suivent la scolarité des enfants dans les familles. Et donc, cet élément-là joue un rôle vraiment très important. Mais se surajoute à ça l'appartenance à une minorité ethnique. Les enquêtes PISA ne permettent pas d'aller, en raison de la taille de l'échantillon, dans une granularité plus petite, de pouvoir dire est-ce que c'est la question de la langue. Ça, on ne sait pas savoir. C'est vraiment l'appartenance sociale, le niveau de diplôme, le niveau socio-économique,
et puis, je reviendrai plus tard, l'école dans laquelle on est inscrit. Hein, bon. Alors, je voulais juste insister un peu pour aller dans le sens de la manière dont Intima m'a présenté aussi, c'est dans les années 2000, là, on pourrait considérer que un peu partout, et c'est pas l'ère du temps politique qui dira le contraire, on est dans une logique véritablement assimilationniste, même si on s'en défend d'une certaine manière, et où la langue va prendre un rôle très important comme étant, ou considéré comme étant le facteur qui détermine l'intégration des nouveaux arrivants dans le pays. Hein, donc ça, on le voit en 2000 avec l'imposition pour les nouvelles immigrations. Alors ça, c'est aussi intéressant. Hein. Quand on est chinois, on doit suivre les programmes d'intégration. Quand on est japonais, on ne les suit pas. Bon, allez savoir pourquoi. Donc, il y a de nouveau une question d'appartenance sociale qui est sous-jacente. Mais on va inventer les programmes d'intégration qui comportent, surtout du côté néerlandophone, avec l'Inbeleid pour les parents, l'apprentissage linguistique, qui est devenu obligatoire depuis 2016 du côté wallon et depuis l'année passée du côté bruxellois. Du nouveau, encore une fois, alors ça c'est pour les parents, mais si on prend aussi pour les élèves, c'est un peu la même chose qui se passe. Nadia citait dans la fin de sa présentation les DASPA et le FLA, même si ça va disparaître. Ce sont des dispositifs qui ont été mis en place pour les primo-arrivants, mais en même temps, ça reste quand même dans une logique de apprendre le français. C'est pas apprendre le pluralisme, c'est pas la dimension de la coopération linguistique, c'est pas la dimension de l'histoire des personnes, c'est comment rattraper le temps dans une classe à part pour pouvoir revenir dans l'école. Alors, s'il y a des enseignantes et des enseignants de SPA et FLA dans la salle, si je puis dire, ne le prenez pas comme une atteinte au travail que vous réalisez. Je pense que la question, elle est plutôt au niveau de la politique publique plutôt qu'au niveau de l'action individuelle des enseignants, parce que là, il faut faire une distinction quand même très forte entre ce qu'est la politique éducative d'une part, ce qu'elle permet financièrement et en termes de structure, et d'autre part, ce que les enseignants sont à même de pouvoir faire, et je pense que ça, c'est important de pouvoir le redire. Alors, justement, on pourrait reprendre sur le dernier exemple que Neil dit, c'est la distinction qu'il y a même entre le pluralisme et le plurilinguisme et classe sociale. Bon, pour moi, c'est une obsession. Il y a quand même quand on est prof d'uni, vous savez très bien qu'il y a plein de gens où le père parle une langue, la mère parle une autre langue, et puis en famille, on parle une troisième. Et ça, c'est valorisé. Alors, pendant tout un temps, les spécialistes en linguistique disaient non, mais ça, c'est une catastrophe. Il faut absolument apprendre une langue. Il faut que la syntaxe et la grammaire soient complètement apprises pour pouvoir passer dans une autre. Et là, on voit très bien que non, c'est la dimension affective qui construit la langue. C'est le lien affectif père-mère ou, père-fils ou fille ou mère-fils qui crée en réalité la logique de la confiance dans laquelle se construit l'apprentissage linguistique davantage qu'uniquement une dimension mécanique de l'apprentissage syntaxique et lexical. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand on parle des écoles en immersion, c'est vrai qu'on le perçoit toujours comme étant, bon, il faut avoir un certain niveau d'études de la part des parents pour pouvoir rentrer dans cette logique-là. Et là, je pense qu'il y a vraiment un enjeu important, c'est comment aller à l'encontre de ça, et en considérant que c'est quand même très particulier. Nous apprenons une langue, nous ne savons pas que nous apprenons des règles qu'on apprend après comme étant des règles. Mais on apprend d'abord la langue. Un enfant qui parle en allemand ou en néerlandais, en fait, c'est très bien que le verbe va se trouver à la fin de la phrase. Mais il n'a pas encore appris la règle. Il l'apprend après. Donc, quelque part, la grammaire, nous l'apprenons de manière inconsciente, dont on formalise par après le mode de son fonctionnement. Et donc, ça, c'est quand même considéré que c'est un apprentissage, c'est un savoir pratique que l'ensemble des enfants ont, indépendamment du niveau scolaire qu'ont les parents. Et donc, le fait de dire qu'il faut avoir un niveau scolaire pour pouvoir rentrer dans des logiques plurilingues me semble vraiment problématique. Je voulais aussi insister sur un autre point. Je pense qu'on l'a cité, il y avait un exemple que Neil a donné qui me semble important, c'est dans les nouvelles migrations, il y a une dimension eurocentriste qui est épouvantable. Alors, on le sait déjà par rapport aux Turcs ou par rapport, bon, même si on prend ECLO, donc l'enseignement de la langue et de la culture d'origine, on voulait apprendre l'arabe classique, ben non, ça ne marche pas. C'est ou c'est le Darija, ou c'est le Tamazir, surtout que la plupart des gens venaient du Rif, et donc ce n'était pas l'arabe classique qu'il fallait apprendre. Donc là aussi, il faut connaître les langues parlées par les personnes issues de l'immigration. Mais par exemple, aujourd'hui, je pense que même dans le milieu scolaire, on va considérer que le Lingala, le Kitongo, le Swahili, le Peu, le Yaruba, le Tamoul ne sont pas des langues.
c'est des dialectes ou c'est des langues populaires, mais c'est pas érigé au niveau de langue. D'accord? Alors ça en est. D'autant plus que la plupart des gens qui sont d'ailleurs originaires de pays africains sont déjà plurilingues, puisque, enfin, si on prend un certain nombre de personnes qui sont sénégalaises, qui sont congolaises, surtout les Congolais d'ailleurs, ils sont souvent d'ailleurs déjà plurilingues dans leur propre pays, dans leur propre communauté, etc. Et donc je pense que là, il y a aussi une valorisation des langues qui ne sont pas indo-européennes, parce qu'on est dans un prisme quand même aussi de valorisation des langues qui sont plutôt indo-européennes. Alors ça demande évidemment un coût plus grand pour pouvoir l'apprendre, mais je trouve que les exemples que Neil a donnés dans les expériences qu'elle a menées me semblent véritablement très importantes. Alors, dans ces mêmes années 2000, je fais toujours un rapport sur l'évolution, mais aussi les politiques éducatives, ce qu'on a vu et qui est aujourd'hui un peu la difficulté, même des expériences du plurilinguisme, c'est que la politique éducative qui est fondée essentiellement sur la liberté des parents de choisir leur établissement scolaire, et à Bruxelles, c'est encore plus compliqué, puisque Bruxelles, on a l'enseignement en français, l'enseignement en néerlandais, mais on a aussi l'école européenne, on a aussi des écoles internationales, ce qui fait qu'on est dans un marché scolaire hyper compétitif. Et donc, sur ce territoire, bon, là, il y a des études qui le montrent maintenant de manière assez évidente. Il y a eu la réaction du décret inscription pour essayer de limiter la ségrégation scolaire, mais la ségrégation scolaire, c'est aujourd'hui ce qui rend les programmes de plurilinguisme les plus compliqués. Pourquoi? Alors, d'abord, une précision. C'est quoi la ségrégation scolaire? On va le dire très simplement. On a des écoles qui essayent d'attirer des élèves qui sont les plus performants scolairement. Et puis, d'ailleurs, dans la théorisation, on dit qu'il y a des écoles réceptacles, c'est celles qui prennent tous ceux qu'on ne veut pas, en gros, et qui ont deux caractéristiques. La première, c'est celle qui est connue depuis toujours, c'est des personnes qui viennent de milieux socio-économiques relativement défavorisés et aussi au niveau d'études des parents est le plus faible, mais ce sont aussi les élèves qui ont les performances scolaires les plus faibles. Ce qui fait que dans une même école va se retrouver l'accumulation de tous les problèmes scolaires des élèves par rapport au profil des élèves. Mais se surajoute à ça, ce que mon collègue Dirk Jacobs a montré dans plusieurs travaux, c'est que dans ces écoles-là, c'est là où on trouve les enseignants en début de carrière, c'est là où il y a les enseignants qui sont le plus souvent en roulement, c'est là où l'atmosphère des écoles n'est pas toujours la plus simple et où les dimensions de discipline, de paix sociale dans l'école sont les plus complexes. Donc, ce sont des écoles où on démultiplie l'ensemble des problèmes qui sont sociaux, scolaires, voire psychologiques, et que donc développer dans ce type d'école des expériences comme celles qui viennent d'évoquer ici, et je ne sais pas quel est exactement le type d'école, le profil d'école que Neil a présenté dans les slides qu'elle a dit, même si elle a dit que c'était d'une grande diversité, mais ça suffit aussi de savoir quel était le niveau scolaire des élèves, ça rend les choses vraiment très compliquées. Et donc il faut absolument, dans ce genre d'expérience, me semble-t-il, tenir compte aussi de la nécessité d'avoir une diversité des élèves, de leur profil, de leur histoire, au niveau social, au niveau des histoires migratoires pour ne pas avoir que les derniers qui sont arrivés, au niveau du niveau d'études des parents, mais aussi à leur propre niveau scolaire, c'est-à-dire d'avoir dans ces écoles-là des niveaux très différents. Parce que vous savez, et c'est tout à fait légitime, des parents qui sont de primo-arrivants, dont ils voient les élèves qui ont des enfants dont les performances scolaires sont très bonnes, ben, ce qu'elles vont faire, c'est essayer de changer l'école de l'élève pour la mettre dans une école qui est considérée avec une meilleure réputation et où les performances scolaires seraient meilleures. Et donc là, enfin, bon, si on ne résout pas cette question de la ségrégation scolaire à Bruxelles, ça va être difficile de mettre en œuvre des pédagogies et de mettre en œuvre une politique éducative, d'abord égalitaire, juste, hein, et deux, qui soient performantes pour l'ensemble des élèves. Je voudrais terminer sur un point, et je finirai là-dessus. Bon, pour valoriser, pour aller un peu dans le sens de ce qui a été dit sur la langue du savoir, la langue du cœur, comme l'énonçait, je pense, Nadia à la fin de sa présentation, il faut aussi recadrer l'importance qu'on attribue à la langue
alors pour le coup française, puisqu'ici on est encore une fois dans un exemple plutôt francophone, mais on pourrait prendre ça peut-être au niveau de l'enseignement aussi du néerlandais, mais c'est de considérer que la langue, elle est importante, et la langue d'enseignement, elle est importante, mais en même temps qu'il ne faut pas la considérer, je pense qu'il faut la dissocier de la question de, c'est un instrument de l'assimilation, de l'intégration. Parce que si on ne dissocie pas ces deux questions-là, je pense que ça va être difficile de donner une forte légitimité aux pratiques plurilinguistes, surtout si on considère que ce sont des populations les plus défavorisées. Parce que moi, je reste persuadé que là, il y a un traitement différencié sur cette question-là. Et donc, je pense qu'il faut la dissocier de l'idée de l'intégration. Je pense que dans les slides de Neil, on parlait plutôt de cohésion sociale. Après, on peut parler de performance et que ça permettrait de sortir de c'est la manière d'intégrer ou d'assimiler. Il y a plein de gens qui ont été intégrés et assimilés, qui ont vécu toute leur vie en Belgique, qui croient parler le français, mais ils n'ont jamais parlé le français, mais ils sont très intégrés, ils sont très assimilés parce qu'ils ont une position sociale, etc. Et donc, je pense que cette association-là, qui reste dans une logique de la francisation comme espace de colonisation, de civilisation, il faut l'abandonner pour pouvoir laisser de l'espace à une manière de poser le plurilinguisme de manière un peu plus transversale, dans une logique de reconnaissance réciproque, dans une logique, je trouvais que vraiment les trois dimensions que Neil citait sur la volonté de participer, le sentiment d'appartenance et la confiance, ce sont des éléments qui pourraient être des indicateurs intéressants d'ailleurs par rapport aux questions d'apprentissage, plutôt que simplement de le voir sur la performance scolaire. Et je le dis d'autant plus que moi qui suis prof d'université, je pense que j'écris encore comme un enfant de 6 ans, puisque j'ai toujours besoin que quelqu'un me relise pour pouvoir corriger les fautes d'orthographe multiples et diverses que mes textes comportent. Heureusement, il y a de l'intelligence artificielle qui permet de régler le problème maintenant. C'est pas très bien, je sais bien de le dire, mais c'est quand même aussi pour casser aussi certains mythes. Je vous remercie et je suis très heureux aussi de pouvoir participer à la discussion, bien évidemment. Merci beaucoup, Andrea Rea. Merci aussi à Nadia Echadi et à Nell Foster pour leurs apports et contributions. Je vais juste vous mettre en évidence pour que tout le monde vous voit. Voilà, voilà. Alors, dans le chat, Nell, tu as vu, hein, tu as des propositions de publication des résultats de ta thèse de doctorat. Donc, n'hésite pas à contacter la personne qui t'a donné ses coordonnées, hein, si tu souhaites prolonger la discussion par rapport à la valorisation de ta thèse de doctorat. Alors, je propose de prendre l'une ou l'autre question avec votre micro, mais peut-être tout d'abord, parce qu'il y avait une question qui attendait déjà d'être traitée à l'écrit. Quelqu'un faisait une remarque ou posait en tout cas une question presque rhétorique quelque part sur finalement quel est l'impact de certains retards de diagnostic en lien avec les troubles d'apprentissage ou neurodéveloppement qu'on met quelque part sur le dos du plurilinguisme. Là, on sait que peut-être que les problèmes se situent ailleurs et donc qui, entre guillemets, retardent ou en tout cas transposent la question des difficultés, des diagnostics. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez réagir. Peut-être Nadia qui a une expérience vraiment d'enseignement de terrain. Alors, donc je n'ai pas une grande expertise là-dessus, puisqu'effectivement, voilà, je suis enseignante et donc je ne me suis pas penchée avec précision sur les troubles, sur ce type de troubles-là. Mais j'ai lu pas mal de choses sur le sujet et en tout cas, ce qui ressort, c'est que le bilinguisme n'aggrave jamais les troubles, que quel que soit, que ce qui permet, en tout cas, j'ai envie de dire, si on a envie de retenir une chose, c'est de se dire que ce qui importe, c'est la richesse du contexte linguistique dans lequel on met l'enfant. La diversité des registres, la richesse lexicale, la richesse syntaxique et le lien social. Le lien social, c'est vraiment la chose qui revient tout le temps. C'est-à-dire que si on communique beaucoup avec un enfant, quels que soient les troubles éventuels qu'il peut avoir, même auprès d'enfants qui ont des problèmes de surdité ou qui sont malentendants, ou même j'ai assisté à la présentation d'une thèse de Pauline van der Straten qui a fait des tests sur des enfants qui portent des implants cochléaires. Et donc, ce qui ressort de nouveau, c'est que ce n'est pas que le bilinguisme, en tout cas, ne vient pas entraver ou empêcher le développement linguistique des enfants. Et je laisse Nell compléter. Je voyais pas, je voulais pas t'interrompre, Nadia. Je voyais que le bouton ne marchait pas. Donc, vas-y, continue, excuse-moi.
Non, voilà, donc j'ai vraiment pardon. synthétisé ce que, voilà, donc J'avais lien pas vu ça. social et richesse des contextes linguistiques. Est-ce que peut-être la personne qui a posé la question souhaiterait réagir par rapport aux propos de Nadia et Nel, si tu souhaites abonder ou apporter un complément J'avais juste quelques réponses à quelques propos d'Andrea, super intéressantes pendant son intervention, et donc notamment sur deux choses. Donc, il a posé une question très très importante. Est-ce qu'on sait vraiment que l'utilisation les langues autres que la langue de l'école favorise l'acquisition de la langue de l'école et l'accès à la matière? Et il faut être très honnête, on n'a pas encore de preuves scientifiques claires, en partie parce que c'est très difficile à définir, et en partie parce qu'il y a quasi aucun système scolaire nulle part dans le monde qui a voulu mettre ça en place assez longtemps pour pouvoir le tester. Parce que comme mon étude le montre, le moment où tu fais ça, où tu ouvres ça, c'est un peu le bazar au début. Et donc, en fait, pour vraiment savoir si ça marche, il faut savoir les enfants qui ont fait ça depuis l'école maternelle. Mais je pense que par rapport au primo, la situation est assez claire. Et ça, c'est les travaux de Jim Cummins notamment, qui montrent, par exemple, les élèves comme Eva qui arrivent, qui savent déjà lire et écrire. Et à un moment donné, le moment où on leur dit, OK, c'est que le français, tu arrêtes de lire en portugais, tu arrêtes d'écrire en portugais, cet enfant est privé de texte. Et en fait, il y a un lien très, très clair entre la relation avec le texte, et ça veut dire la production du texte et la lecture. Et donc, un enfant qui ne lit pas n'avance pas. Et donc, en fait, pour les enfants primo-arrivants, Nadia et moi, on en a parlé l'autre jour, l'idée que le soutien est exclusivement oral et qu'on ne met pas ses élèves tout de suite à l'écrit. Et donc, en fait, là, à ce moment-là, ce n'est pas juste les participations et les positionnements comme moi j'ai montré, mais clairement, il y a un pont très, très important à faire, surtout pour les primos. Et aussi par rapport aux résultats. Et c'est de nouveau une question très importante. Et sans vouloir pointer le doigt, je pense qu'il y a des pays qui font mieux que la Belgique, avec une population immigrée différente. Et je ne pense pas que c'est parce que les enseignants sont meilleurs. Je pense que c'est tout un tas de facteurs, exactement comme Andrea, il a expliqué l'organisation des scolaires, des systèmes scolaires, où sont les bons enseignants, quels sont les programmes. Mais pour moi, en Belgique, il y a aussi un facteur d'une pédagogie qui, quand même, parfois, qui aime beaucoup l'évaluation, qui aime bien organiser les élèves pour dire, voilà, on aime bien ton type d'élève dans ce type dans ce type d'école. Et je pense que il ne faut pas qu'on se pose exclusivement, donc en disant qu'il y a un retard scolaire, oui, dans certains groupes, mais je pense que le système doit se poser des questions. Est-ce qu'on enseigne correctement? Est-ce qu'on enseigne bien? Ou est-ce qu'on continue à enseigner de la même façon que comme on enseignait il y a 50 ans sans adapter le programme? Donc, je pense qu'il y a des questions assez costauds que le système et les méthodes pédagogiques doivent se poser pour pas mettre ça exclusivement sur, sur le système. Je pense qu'il y a plus que ça. Alors, est-ce que pour réagir à ce que tu viens de dire, Nel, quelque part, et pour faire lien aussi avec la question qui a été posée dans le chat, est-ce que par rapport à des systèmes qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas, notamment la Belgique, est-ce qu'un des facteurs qui pourrait expliquer ce dysfonctionnement ne réside pas dans le profil monolinguistique de beaucoup d'enseignants, enseignantes en Belgique, notamment francophones, ce qui peut expliquer aussi peut-être certaines représentations sur la manière dont justement le plurilinguisme se déploie dans l'expérience des élèves et du coup une difficulté d'empathie aussi par rapport à ces élèves qui sont d'emblée plurilingues. Non, je pense pas. Non. Parce qu'en fait, je pense notamment à la Grande-Bretagne, donc un pays connu pour son monolinguisme qui est bien plus ancré qu'en Belgique. Et justement, je lisais des statistiques de la Grande-Bretagne la semaine passée, et où le groupe qui réussit le moins bien, ce sont les autochtones blancs, si tu veux, britanniques. Et en fait, tous les groupes ethniques réussissent mieux. Et en fait, les analyses là-dessus, ils disent deux choses. Première, un investissement massif dans les enseignants qualifiés. Et donc là, ils ont fait ça il y a 10-15 ans, et surtout dans les grandes villes. À Londres, les résultats des enfants de l'immigration sont impressionnants.
Et donc, en fait, la présence dans chaque école d'un enseignant qui sait vraiment, qui est formé pour ça, qui a son rôle, et c'est pas un enseignant où ça change un peu plic-ploc comme ça. Et puis, ils ont dit aussi, ils ont cité la motivation des familles migrants. Ils ont dit c'est pas anodin. Et donc, c'est les deux facteurs qu'ils ont réussi à identifier. Mais en Angleterre, je sais que la langue parlée à la maison, c'est difficile à définir, n'est pas considérée comme un facteur de réussite ou d'échec. Et donc, je suis la Grande-Bretagne parce que je suis britannique, donc j'ai pas envie de dire mon pays fait mieux qu'ailleurs. Il y a d'autres pays où c'est différent, il y a d'autres pays où c'est plus compliqué. Mais je pense qu'il faut se dire, il y a des façons de sortir de ça, il y a des façons d'avancer. Voilà, c'est complexe, mais je pense aussi il y a des méthodes pédagogiques qui sont peut-être différentes. Mais ça, c'est peut-être encore un sujet pour un autre webinaire. C'est trop compliqué pour aborder en 2 minutes. Mais je propose de laisser la parole au public. Il y a une main qui est levée. Quentin Maufort, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Et Nadia, si tu souhaites réagir en complément de ce que vient de dire Nel, ou peut-être même répondre à la question de Quentin Maufort. Oui, voilà, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Très bien. Avant tout, bonsoir et merci en fait pour ce webinaire qui était vraiment très intéressant pour toutes les participantes. Et donc je voulais en fait revenir sur en fait ce qu'on disait par rapport aux troubles de l'apprentissage et en fait le plurilinguisme, parce que moi personnellement en tant que personne qui est ouvertement justement TDA, donc trouble déficitaire de l'attention sans hyperactivité, donc une personne neurodivergente, eh bien, je pense, moi qui ai par exemple vécu comme expérience un stage dans une école des devoirs en tant qu'assistant social, c'était il y a quelques années effectivement, eh bien, voilà, et effectivement, il y avait des élèves, des enfants des écoles des devoirs qui avaient parfois oui, parfois non, des troubles de l'apprentissage et qui avaient aussi des difficultés, donc voilà, à apprendre le français. Eh bien, j'ai l'impression effectivement que oui, pour répondre à la question, parce que voilà, je suis une personne concernée, eh bien, qu'il y a effectivement souvent, on met un peu trop souvent, je veux dire, le trouble de l'apprentissage comme justement quelque chose qui est déficitaire et avec le plurilinguisme. Je pense qu'en fait, il y a les troubles de l'apprentissage qui peuvent effectivement je ne vais pas dire causer problème, mais qui peuvent voilà, avoir des retards scolaires, du décrochage scolaire, mais il y a aussi d'autres, je veux dire, problématiques qui sont, il y a plein d'autres choses, on l'a vu dans ce webinaire, au final, il y a vraiment plein de choses, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a aussi des discriminations liées donc à tout ce qui est les langues. Voilà, je me souviens d'une élève qui avait justement, je pense bien, du retard à rattraper et qui avait une dyslexie ou une dysorthographie. Et je pensais bien effectivement que c'était un de ces troubles de l'apprentissage. Et en fait, voilà, l'intervenante pensait que c'était justement une difficulté à apprendre le français, alors que ce n'était pas en fait le cas. Et d'ailleurs, je pense qu'elle avait dit d'une façon, voilà, comme ça, en s'énervant avec ses collègues, que voilà, je pense que cette fille, parfois, voilà, je me demande parfois si elle sait parler français, alors que justement, elle avait peut-être besoin simplement de mise en confiance et d'encouragement. Et ça, pour moi, je trouvais que c'était assez discriminant, je trouvais, tant à l'égard de la communauté trouble d'apprentissage, mais aussi au niveau de la langue. Voilà, je veux dire. Donc voilà, merci. Nadia, tu voudrais réagir? Oui, je vais réagir sur la question déjà de est-ce que les enfants peuvent mieux réussir si on pratique vraiment cette pédagogie plurilingue. En tout cas, même s'il n'y a pas de réponse aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer, parce que moi j'ai remarqué avec tous les enfants avec lesquels j'ai travaillé depuis plusieurs années maintenant, c'est que le fait de ne pas s'appuyer sur la langue maternelle ou la langue première des enfants, en tout cas, ça crée une rupture et ça empêche d'avancer dans beaucoup d'apprentissage. Je pense notamment aux enfants qui arrivent
en âge où ils sont déjà en âge d'aller en 4e, 5e, 6e primaire, qui parlent une autre langue, qui viennent d'arriver. J'ai travaillé avec beaucoup d'enfants qui venaient de Syrie et qui avaient été scolarisés là-bas, qui réussissaient très bien. Et en fait, le fait de travailler dans leur langue et puis de faire les ponts avec le français, le travail que j'ai fait avec eux leur a permis tout simplement de continuer leur scolarité. Alors que d'autres enfants qui n'ont pas eu cet accompagnement du tout et n'ont pas eu cette transposition ou ces allers-retours depuis leur langue vers le français, bah, tout simplement se sont retrouvés en situation d'échec total. Pour donner un petit exemple de nouveau qui illustre bien ça, j'ai rencontré une élève syrienne qui a 16 ans, qui est arrivée à l'âge de 8 ans et qui donc a été scolarisée en 4e primaire. Et en fait, dans son dossier, il est mis qu'elle était analphabète, alors qu'en fait, elle était alphabétisée en arabe. Et cet enfant me dit, mais en fait, donc on a des longues discussions, beaucoup d'échanges, et un jour, elle me dit, mais en fait, moi, j'aime bien lire. Mais je ne lis pas, donc elle ne lit pas en arabe parce qu'elle pense que ça ne sert à rien. Elle me dit, pour moi, j'ai arrêté de lire en arabe parce que je me suis dit, mais ça ne va pas m'être utile parce que moi, ce que je dois apprendre à lire, c'est le français. Et elle a du mal à apprendre à lire le français parce que sa structure, en fait, tout simplement, ce que j'ai pu constater, c'est que sa structure et la manière dont elle a appris à lire au départ était en arabe et que si on ne faisait pas de lien avec ce qu'elle savait déjà, eh bien, ça compliquait les choses. Et pour réagir aussi à ce que monsieur vient de dire, on a une double problématique, c'est-à-dire des enfants qui sont considérés comme ayant des troubles d'apprentissage alors qu'en fait ils n'en ont pas et que c'est juste un problème linguistique, et par ailleurs des enfants chez qui on diagnostique trop tard des troubles d'apprentissage parce qu'on pense que c'est juste un problème linguistique. Donc il faut arriver à trouver l'équilibre entre les deux et pouvoir vraiment poser de vrais diagnostics, parce que comme les deux exemples que j'ai donnés, ces deux gamines, elles se sont retrouvées dans l'enseignement spécialisé. L'une parce qu'elle était considérée comme étant analphabète, et l'autre, on ne sait même pas en fait. Donc dans son dossier, on ne sait même pas, puisqu'elle n'a jamais été testée dans sa langue, chaque fois uniquement en français. Et donc on doit vraiment faire attention, on doit vraiment avoir une attention très particulière à ça, parce qu'on perd beaucoup d'enfants. Et donc de toute façon, je pense que quelles que soient les études, quels que soient les résultats, on a beaucoup plus d'avantages et beaucoup plus d'intérêt à permettre aux enfants de passer d'une langue à l'autre et de s'appuyer sur leur première langue et de se servir de celle-là pour pouvoir passer à la deuxième, plutôt que de se dire on continue comme ça et puis on verra bien. J'ai envie de réagir et de dire que quelque part, il y a langue maternelle et langue maternelle. Et je sens dans vos 3 exposés en filigrane l'idée qui est la suivante, c'est-à-dire que quelque part, on sent que la question du plurilinguisme admet plusieurs réalités et de reconnaissance de ces réalités. C'est-à-dire que si on parle, par exemple, espagnol et néerlandais, c'est pas la même chose que si on parlait, je sais pas, à peine français, voilà, et une autre langue mineure, voire minorée. Et donc, ça pose la question du statut des langues, de la légitimité de certaines langues par rapport à d'autres, de leur hiérarchisation. Mais je ne sais pas si, en fait, dans la réalité des personnes qui enseignent, en tout cas qui ont la responsabilité de transmettre un certain savoir, il y a une conscientisation de peut-être reproduire un certain nombre de rapports de domination liés à des représentations qu'on peut avoir sur certaines langues, avec une histoire coloniale plus chargée, je dirais. Voilà, donc peut-être Andrea Rea, je ne sais pas si vous avez envie de réagir, c'est un peu plus peut-être votre domaine. C'est une question complexe posée comme ça, hein, mais donc la question, oui, elle peut se poser en ces termes-là de dévalorisation d'une langue qui est considérée comme minorée ou minorisée. C'est pour ça que je prenais des exemples des langues africaines, puisque enfin, pour l'Afrique, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que s'il y a des gens qui sont souvent plurilingues, c'est eux. Ça dépend des origines, ça dépend de quelles régions, etc. Et c'est là que on minorise même le fait qu'ils soient déjà plurilingues au départ. Ce qui est, de ce point de vue-là, c'est presque une attitude coloniale. Maintenant, je pense que il y a un souci
les profs sont obligés de mettre en œuvre un programme, hein. Et ça c'est le point de départ aussi qui rend les choses compliquées. C'est à partir du moment où on a les moyens de pouvoir jouer, avoir un espace pour c'est plus facile. Et je pense que ce qui manque aussi, parce qu'il y avait une remarque en disant, est-ce que les enseignants, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes monolingues? Oui, peut-être, mais je pense que c'est pas tellement monolingue. Encore une fois, me semble-t-il, ce que Neil a présenté, rien n'interdit que l'enseignant soit lui-même monolingue. C'est juste l'attention qui est portée à la langue que les enfants ont et de les faire parler, de faire des traductions, même avec toutes les questions d'ailleurs des insultes qui me semblaient vraiment très intéressant d'ailleurs, à voir sur les jeux de pouvoir qui avaient sous-jacents. Donc, je pense que c'est aussi la latitude et l'espace qu'on donne aux enseignants de pouvoir travailler à partir du programme, mais en donnant la possibilité quand même de ne pas écraser les capacités et les compétences linguistiques. En fait, c'est ça aussi. Dans la question que vous posez, je pense que c'est est-ce que l'on considère que les enfants ont des compétences linguistiques dans leur propre langue? Et en fait, le fait de venir avec, non, c'est le français, etc., c'est leur dénier des compétences qu'ils auraient. De ce point de vue-là, oui, on peut considérer que c'est un rapport de domination fort. Je ne sais pas s'il est que colonial, mais c'est un rapport de domination fort qui s'exprime à ce moment-là. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une main levée. Je ne sais pas si c'est une réaction ou une question. Je vous invite à prendre la parole. Est-ce que c'est moi? Oui. Oui, je pense. Oui. Merci. Je vous remercie énormément pour l'initiative. J'ai appris énormément. J'interviens comme enseignant de français en Algérie et comme enseignant-chercheur en didactique du français à l'université de Béjaïa. Donc, bien sûr, il y a très peu d'études menées, à ma connaissance, qui ont vraiment évalué l'impact du plurilinguisme. Les études menées, généralement, elles sont comment dire, c'est des études qui ne s'étalent pas dans le temps. Je pense que si les gens ont généralement peur des pratiques plurilingues, c'est parce qu'on insiste trop sur les interférences et donc les interférences linguistiques, les erreurs qu'on commet quand on manipule deux langues, au lieu de s'intéresser également sur les transferts positifs entre les langues. Moi, quand j'enseignais au lycée le français, quand j'avais un problème pour expliquer des règles, par exemple du passage du style direct au style indirect ou comme ça pour expliquer que le pronom je devient il, que aujourd'hui devient ce jour-là, et ainsi de suite. Quand j'ai du mal à expliquer ça, je n'hésite pas à recourir à la langue première des élèves pour leur dire voilà la phrase dans ta langue, tu la transmets, tu la transposes au style direct, au style indirect, pardon. Il va se rendre compte que effectivement les pronoms changent, les indicateurs de temps changent et ainsi de suite. Il est plus préparé à accepter la chose en langue française. J'ai déjà utilisé ça à plusieurs reprises. Concernant un autre aspect, je pense que comme il y a souvent des compétitions entre les langues et parfois des tensions entre les usagers des langues, je pense le fait de travailler les langues ensemble dans l'institution scolaire pourrait contribuer à atténuer ces tensions. Et peut-être, je pense une hypothèse à vérifier, que ça peut même motiver les apprenants à aimer l'école. Parce que il y a ceux qui font l'école sans le vouloir. Donc, quand on voit les réactions présentées par Neil Foster
celui qui dit je suis libre et ainsi de suite. Donc, ça va plus loin que la motivation, ça va plus loin. C'est senti comme une liberté, tout simplement. Donc, forcément, ça peut encourager, ça peut motiver. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole davantage. Merci. Mais je vous remercie pour ce partage. Nadia, si tu veux réagir très brièvement, parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Voilà. Oui, oui, très brièvement. Je voulais vraiment revenir sur cette idée de motivation, mais surtout de liberté en fait cognitive, de liberté intellectuelle. Parce que si on empêche les enfants de penser dans leur langue, dans la langue qu'ils maîtrisent le mieux, en fait, on crée de nouveau cette rupture. Et bon, j'ai déjà vécu l'expérience de nombreuses fois, évidemment. À partir du moment, si on dit à un enfant, bah, écoute, tu es obligé de le dire en français, en sachant très bien qu'en français, il sera limité, forcément son discours sera moins riche, les idées seront moins développées, alors que si on lui permet de d'abord penser, de d'abord réfléchir, de d'abord répondre aux questions dans la langue qu'il maîtrise le mieux, il va pouvoir aussi enrichir sa langue. Parce que quand il va chercher à nuancer son propos, quand il va chercher dans sa mémoire les mots de vocabulaire les plus adéquats pour pouvoir exprimer ce qu'il a envie de dire, on va partir de ce discours-là et ensuite faire la transposition de nouveau en français. Et en français, nécessairement, ce sera plus riche aussi, puisque voilà, au départ, il aura pu élaborer sa pensée comme ça. Et donc, l'idée au fait de travailler de manière plurilingue, ce n'est pas seulement ce n'est pas que d'enrichir la langue, c'est aussi d'enrichir la pensée. C'est aussi d'enrichir, d'élargir vraiment le champ des possibilités des enfants et de leur permettre, moi j'aime beaucoup parler d'émancipation du cerveau. Le cerveau en fait se déleste de tous les carcans, de tout ce qui entrave. Et en fait, c'est vraiment ça l'idée. Quand je parle de cette langue du savoir, en fait, et de la langue du cœur, c'est de pouvoir se dire, oui, que je suis libre et que je n'ai plus de limites et que quel que soit ce qu'on va me présenter, je vais y avoir accès parce que je vais pouvoir utiliser un canal qui me le permet. Et la deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que l'enseignement plurilingue, ce qu'il permet aussi, et ça rejoint exactement ce que disait Nel par rapport à la cohésion sociale, c'est qu'un enfant qui vient d'arriver dans une classe, si il se rend compte dès les premiers instants qu'en fait, dans la classe, il y a une pluralité de langues et que dans la classe, il y a des enfants qui s'expriment en français, qui s'expriment correctement, mais qui ont le même passé que lui ou qu'elle, que eux aussi, un jour, ils sont arrivés sans savoir le parler, ce français, et qu'aujourd'hui, ils s'en sortent très, très bien, ça permet à chaque enfant de pouvoir se projeter positivement et avoir de vraies perspectives et de se dire, en fait, je suis comme les autres. Je viens d'arriver, je parle une autre langue, je ne parle pas encore le français, mais je suis comme eux. Et donc, de trouver plus vite sa place dans le milieu social dans lequel il ou elle arrive. Je vous avais annoncé que Nadia était pleine de ressources. Alors, je vais proposer à nos orateurs oratrices de conclure, mais de la façon suivante. Alors, on a émis un certain nombre de constats, souvent très peu réjouissants. Andrea Rea, vous avez cité votre monographie des années 90 que vous pourriez réitérer aujourd'hui en 2024. Donc, c'est pour le moins alarmant. Ce que je vais vous proposer de faire en une phrase très conclusive, c'est peut-être ouvrir une perspective en une phrase. Pour finir sur une note un peu plus joyeuse, je dirais. Et j'en profite pendant que vous réfléchissez un petit peu pour remercier les personnes qui se sont connectées ce soir pour à la fois votre présence, votre participation, mais aussi votre patience, parce qu'on a eu des petits problèmes techniques au début du webinaire. Et vous annoncer aussi que c'était un webinaire très introductif et que l'objectif, c'est que peut-être il puisse y avoir d'autres webinaires successifs avec des thématiques beaucoup plus ciblées. Donc, si le webinaire vous a intéressé, je vous propose de prendre contact avec Nadia Eshadi qui va envoyer son adresse mail dans le chat pour vous proposer aussi des sujets qu'on pourra traiter ultérieurement avec même des propositions de noms de personnes intervenantes. Voilà, alors je vais donner la parole pour cette phrase conclusive, peut-être dans l'ordre des communications. Nadia, est-ce que tu veux commencer? Je vous prends un peu à partie comme ça. Hein. J'avais l'impression que j'avais bien conclu déjà, justement. Écoute, pour avoir des perspectives positives, oui,
Je pense vraiment que les langues c'est quelque chose de très intime et que si on veut permettre aux gens de se rencontrer vraiment et de créer cette cohésion sociale, on doit laisser la place aux différents modes de pensée et de ne pas envisager les langues que juste comme une structure linguistique, comme un code, mais vraiment comme quelque chose qui est relié à une culture, une dimension aussi poétique, une dimension culturelle, affective, identitaire, et que c'est en les valorisant toutes, absolument toutes, qu'on pourra créer ce tissu et cette cohésion sociale. Merci Nadia. Alors, linguistiquement, ça fait plus qu'une phrase, mais on prend. On prend. Moi, je vais suivre les règles. Non, moi, je vais parler aux enseignants. Et puis, voilà, c'est aux acteurs politiques de réfléchir comment mettre ça en place. Mais je dirais, mettez des lunettes plurilingues. Et donc, c'est pas forcément aux enseignants ici, mais pour les enseignants, mettez des lunettes plurilingues qui vous permettent de voir l'enseignement, l'apprentissage à travers les yeux des élèves. Et donc, essayez de vous mettre à leur place et de vous laisser guider par eux. Il faut les écouter. On ne peut pas faire ça en simplement venant d'en haut et en disant vous allez faire comme ça. Il faut un travail collaboratif. Et c'était plus qu'une phrase, je suis désolée. Oui, voilà. Tu n'as pas trop respecté la règle énonciative, mais c'est pas grave. Andrea Rea. C'est un peu dans la prolongation de ceci. Moi, je pense qu'il faut que lors des formations des enseignants, qu'ils soient eux-mêmes placés dans des situations de plurilinguisme, c'est-à-dire qu'ils l'expérimentent eux, parce que je pense que c'est une manière de pouvoir comprendre ce qu'ils vont et ce qu'ils ont comme expérience avec les enfants. Et donc, je pense que c'est vraiment une expérience qui devrait être faite dans la formation continue des enseignants, même dans la formation initiale d'ailleurs, de pouvoir être eux-mêmes dans l'expérience, je veux dire. C'est une manière de prendre conscience. Voilà, enfin, c'est plus long aussi, mais... Un jour c'est impossible. C'est difficile, hein. C'est difficile. En tout cas... Et mettre fin à la ségrégation scolaire, ça, oui, ça, c'est vraiment... Ouais, fin à la ségrégation scolaire, ça, je veux dire, ça, c'est vraiment absolument nécessaire et absolu. Voilà, ben, en tout cas, on vous remercie au nom de l'ensemble du public pour vos interventions et contributions respectives. Et alors, j'ai envie de proposer aux personnes qui ont été intéressées par le webinaire de rester en contact avec nous. Voilà. Merci beaucoup, Anti. Il faut quand même te remercier aussi d'avoir accepté de faire cette modération. Tu as fait ça vraiment super brillamment. Donc, je suis très contente de t'avoir demandé d'assumer ce rôle. Et voilà, c'était tout en finesse. C'était parfait. Merci beaucoup pour ton travail. Merci. À très bientôt. Alors, on va très belle soirée à tout le monde. Belle soirée. Merci. Merci beaucoup, Merci pour l'organisation, Nadia. Merci à vous pour votre présence. Merci, Andrea. Merci, Nel. Merci.